image qui me porte depuis toujours, c'est de me dire, j'ai beau être entrepreneur, en fait, moi j'ai une chef, la petite vieille qui a 2 doigts de mourir, qui est sur son lit de mort et qui se repasse le film de sa vie en accéléré. J'imagine ça. Et je me dis, mais elle, c'est ma chef en fait. Et mon job, c'est que quand elle se repasse ce film, elle puisse se dire, ok, c'était bien, enfin, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai fait au mieux. Salut Mounia. Salut David. Écoute, déjà, je tiens à te le dire, t'as un sourire magnifique, très lumineux, du coup ça met tout de suite de bonne humeur. J'ai eu envie de t'inviter sur Limitless Project parce que je crois que j'ai entendu des CIO de start-up parler de toi sur Génération Do It Yourself et t'as un parcours un peu atypique. Tu t'es lancé en tant que coach pour start-up scale-up après avoir été directrice de participation, ou je sais plus très bien quel poste tu avais, chez Isaïe, qui est un grand fonds de capital risque. Donc, c'est ces fonds d'investissement qui investissent dans des startups pour financer le risque et potentiellement essayer de chasser des licornes. Avant de démarrer, est-ce que tu as une petite routine matinale, une petite habitude que tu as le matin et qui te permet de te sentir pleine d'énergie pour ta journée? Ah ouais, j'en ai une qui est hyper importante. Je pratique une méthode de yoga qui s'appelle la 2 Roses méthode. Et pour moi, elle fait partie de ma journée de travail. Parce que si je fais pas ma pratique le matin, je sais qu'après, je peux pas donner le meilleur de moi-même en coaching ou dans le reste. Donc, j'ai cette routine-là, oui. Et alors, c'est quoi la 2 Roses méthode? Alors, bon, ça s'appelle 2 Roses méthode parce que le fondateur de cette méthode s'appelle De Rose. C'est un Brésilien qui, aujourd'hui, a plus de 80 ans et qui est allé... dans les années 60, déjà, c'est l'un des premiers qui a introduit le yoga au Brésil. Et il est allé en Inde, il a passé beaucoup de temps en Inde. Il est allé chercher des racines très anciennes d'un yoga... plutôt très, on va dire, le yoga originaire, je sais pas. Et c'est une méthode où, en fait, en 1 heure de pratique, on fait à la fois ce que les gens mettent derrière yoga, donc des postures physiques, mais pas que. On va faire de la respiration. Donc maintenant, c'est très à la mode, des trucs de breathwork. Mais se dire des exercices de respiration, on fait de la méditation. Enfin, voilà, il y a 8 groupes de techniques. Et moi, je faisais déjà un peu de yoga avant, mais un peu en mode touriste. Et quand j'ai trouvé cette méthode, je me suis dit, OK, en 1 heure, tu as vraiment la substantifique moelle de tout ce que j'aimais. Donc, voilà. Ok, donc en 1 heure, à la fois, tu réveilles un peu ton corps, tu entretiens ta mobilité, tu fais un peu des mouvements, cette connexion corporelle aussi, parce qu'en réalité, quand tu fais des postures, outre le fait de lubrifier potentiellement tes articulations en faisant circuler la synovie, etc., c'est aussi, je trouve, une façon de prendre conscience complètement de son corps, de ses éventuelles tensions, etc. Et puis, tu as aussi ce travail respiratoire, visiblement, essentiel. Et méditatif. Voilà, essentiel. Et après, on va parler justement de préparation mentale, etc. C'est vraiment pour moi un exercice en tant que tel, notamment de gestion émotionnelle. Le lien entre la respiration et les émotions, c'est une fois que tu comprends comment ça marche. Et en plus, moi, toujours, je vois ça avec ma petite casquette neurosciences. Je suis passionnée par le cerveau. Donc, quand tu comprends comment ça marche, le lien entre le corps et le cerveau, c'est juste... tu dis oui, parfois dans ces sagesses anciennes, que ce soit le yoga ou d'autres, il y avait déjà pas mal de neurosciences, mais c'était empirique, quoi. Ça m'aligne complètement. Et l'autre élément qui fait le lien avec mon métier, c'est dans cette pratique d'1 heure de 2 Roses méthode, on a un moment de décontraction où on fait de la visualisation. Et dans la méthode 108 milliards, donc la méthode de coaching que j'enseigne, c'est un des 2 piliers, la visualisation. Donc on voit le lien entre tout ça. Ok, je reviendrai sur le sujet de la visualisation, ça m'intéresse, mais déjà, est-ce que ça a été facile pour toi de te dire, ok, je commence ma journée et j'accepte d'investir, et j'utilise avec précision ce mot investir, parce que je pense que c'est réellement un investissement qui va catalyser tout le reste de ta journée, d'investir 1 heure pour prendre soin de moi, parce que j'ai remarqué que ça me permettait d'exprimer pleine performance pendant le reste de la journée. Tu vois, t'as beau lire des trucs, etc., et te dire oui, la méditation, potentiellement, c'est intéressant, la respiration aussi, puis le yoga, etc., puis le sport. Mais malgré tout, on est quand même dans des vies hyper actives, et qui plus est, quand on est entrepreneur, surtout patron d'une start-up, où tout va très vite et on n'a jamais suffisamment de temps, justement, pour faire tout ce qu'on voudrait. Toi, aujourd'hui, c'est bien intégré dans tes routines, mais au début, est-ce que t'as eu facile à le faire? Non. Comme tout le monde, pour moi, j'avais pas le temps, je trouvais pas le temps. Et puis quand je le faisais, je culpabilisais. Moi, la petite voix dans ma tête au tout début du lancement de mon business de 108 milliards, la petite voix qui dit tu crois que c'est en faisant du yoga que tu vas trouver des clients? Elle était forte. Et justement, c'est ce que je dis beaucoup aux coachs que je forme. Je leur dis, vous êtes votre premier outil. Donc, je me suis beaucoup auto-coachée et fait coacher.
là-dessus, parce que la théorie, on la connaît. On sait qu'en fait, on investit, on sait que c'est fondamental. Et si on a lu quelques articles sur la performance, sur la santé mentale, si on a écouté ton podcast, on sait que c'est vraiment une clé du succès. Et ce dont on a l'impression quand on regarde plutôt les médias, etc., c'est que les gens qui réussissent, on voit que comme par hasard, maintenant ils sont vocaux là-dessus. Moi, combien de personnes, une fois qu'ils ont déjà réussi, te disent, mais moi, en fait, ma journée de travail, elle commence jamais avant 11h, elle commence jamais avant midi, et avant ça, je fais mon sport, mon temps pour moi, mon café, enfin, chacun a ses routines. Et j'ai l'impression que tant que t'es pas dans le moment où t'as assez réussi pour avoir, entre guillemets, le temps. Voilà, et ben quelque part, tu vas pas le faire en te disant que tu rends pas service à ton business, ou alors tu vas le faire, mais limite, tu vas pas être trop vocal là-dessus, tu vas avoir un peu honte en disant... surtout dans la culture française, c'est beaucoup plus valorisé de dire hier j'ai bossé jusqu'à 22h. Voilà. Et donc, moi, je voyais tous ces mécanismes. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as beau connaître la théorie, tu as beau voir les mécanismes, bah, tu restes victime, entre guillemets, moi, j'aime bien dire, de ton propre bullshit. Et donc, j'ai utilisé mes outils dessus. Enfin, voilà, je me suis beaucoup auto-coachée et fait coacher pour faire taire cette petite voix. Et après, ce qui est intéressant, c'est que plus tu la fais taire, plus tu crées des résultats qui démontre le contraire, en fait. Et puis après, c'est... Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que j'ai passé ça, le fait j'accompagne énormément les CEO à trouver du temps, à vider leur agenda. Et je leur dis toujours, je leur dis qu'on fait ça parce que déjà, ils vont se sentir mieux et tout ça, mais que même si j'étais cynique, que j'en avais rien à faire qu'ils soient heureux ou bien dans leur pompe ou juste qu'ils fassent pas un burn-out, je leur recommanderais quand même de faire ça et je les embêterais aussi là-dessus. Admettons que j'étais juste actionnaire de leur boîte et que j'étais la personne la plus cynique du monde et que je voulais juste qu'elle crache, je leur ferais quand même faire le même chemin parce que tu peux pas... En fait, tu peux pas créer plus avec ce que tu fais jusqu'à présent. Et souvent, quand ils arrivent en coaching avec moi, ils ont déjà fait les premières étapes de leur boîte. En tout cas, moi, les gens que j'accompagne, en général, c'est ça. Et la phase un peu, la première étape qui est un peu hamster dans sa roue. Tu bosses à fond, etc. Et ils savent très bien, ils arrivent avec cette intuition ou même cette connaissance que ce qui les a amenés de 0 à 1 va les empêcher d'aller à 2. Mais ils savent pas comment. Et quelque part, mon job, déjà, la première chose, c'est de créer un lien de confiance avec eux qui fait que quand je vais leur dire, en fait, tu vas vider ton jeudi et ton vendredi, ils vont m'écouter. Ils vont m'écouter, ils vont tester, ils vont expérimenter. Et après, j'ai beaucoup d'outils, j'ai une méthode qui est très, très carrée et qui permet de faire ça pas à pas. Mais ça m'est arrivé très récemment, un de mes clients, donc patron de boîte, qui était dans un moment où sa boîte stagnait. Donc, tu vois, il vient avec une vraie problématique business. Ma boîte stagne et je sais pas comment aller à l'autre étape. Et l'une des premières actions que je l'ai invité à explorer, c'est, en fait, tu vas prendre ton jeudi et ton vendredi off. Et la première réponse a été jamais de la vie. Et sauf que, en plus, c'est quelqu'un de rapide, qui, une fois qu'il a compris, il y va. En quelques semaines, il a mis ça en place. Et c'est incroyable de voir les impacts business. C'est pas off. Du coup, en fait, en gros, le fait de vider sa tête, ça a eu un impact business incroyable dans sa boîte, en quelques semaines. C'est vachement intéressant. Malgré tout, ce que j'entends, c'est que tu as quand même cette première étape, ce 0 à 1, où tu es obligé de charbonner. Je pense que si on fait un comparatif avec le décollage d'un avion, en fait, lancer une startup ou lancer une boîte, c'est un peu comme si tu étais dans ton avion, tu sais, au début, il est encore sur place, le pilote pousse les moteurs à fond, et donc tu vois, tu sens l'avion qui vibre, etc., les moteurs qui sont vraiment à fond, mais pourtant, il bouge pas d'un centimètre l'avion. Il est toujours sur place. Puis là, il lâche les freins. Et là, tu vois toute l'énergie qu'il doit monopoliser pour commencer à avancer. Parce qu'il est lourd, Et tu vois, il a du mal. Il y a toute cette... c'est vraiment comme s'il était retenu par des poids. Et puis, plus il va avancer sur la piste, plus ça va devenir facile. Tu vas avoir l'impression que la friction diminue. Et puis, jusqu'à un moment, il va réussir à take-off, à décoller du sol. Et là, tu as l'impression qu'il n'y a plus de friction. Limite, il pourrait éteindre ses moteurs et continuer à planer. Et je pense que, tu vois, quand t'es entrepreneur, t'as cette idée, cette flamme intérieure, cette passion qui te donne vraiment une énergie de dingue. Et heureusement, parce que c'est tellement dur de lancer une boîte, tu dois avoir plein de casquettes, tu dois convaincre les autres, etc. Tu dois être lumineux pour fédérer et que les autres aient envie de te faire confiance et t'aider. Enfin, bref, il y a beaucoup de compétences qui sont liées justement à cette énergie folle que t'as au début. Mais
celle-là, elle doit te permettre justement de passer de 0 à 1. Et après, il faut être capable de devenir plutôt un capitaine et plus être celui qui est en train de ramer avec 10 bras parce qu'il a 10 casquettes. Parce que, en fait, en réalité, si tu es toujours sur le fil du rasoir, moi je le vois par exemple en tant que père, j'ai envie d'être un père bienveillant avec mes filles, de les faire adhérer au cadre plutôt que de le leur imposer par la peur. Mais si j'ai pas suffisamment dormi ou que je suis pas bien, etc., je vais pas y arriver. En tant que chef d'entreprise, comment est-ce que je peux imaginer prendre de bonnes décisions, avoir de bonnes idées, etc., et la posture qu'il faut, justement dans les moments critiques, si justement je suis toujours au bout du rouleau. Et le problème, c'est que t'as beau le savoir, eh ben c'est dur. Tu vois, tu parlais de cette culpabilité. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a parfois cette culpabilité parce qu'on entend partout aussi. Tu vois, si tu écoutes les start-upers américains, etc. Tu parlais avant qu'on démarre l'enregistrement de lifestyle entrepreneur. Donc en général, on oppose les lifestyle entrepreneurs, c'est-à-dire des entrepreneurs qui font ça pour le plaisir, pour pas avoir justement trop de contraintes et pouvoir gérer leur temps, des startups, etc. qui eux veulent faire leur trou dans l'univers et changer le monde. Et ce que tu entends, c'est que si tu veux faire un trou dans l'univers, t'es obligé de charbonner et de travailler comme un malade toute ta vie et de commencer à 6h du mat, de terminer à minuit tous les jours de la semaine, sinon t'y arriveras pas. Et donc t'as beau comprendre d'un point de vue théorique que le temps de régénération du cerveau, tu vois, par exemple, moi j'ai un truc, j'appelle ça des marches créatives. C'est des moments, j'adore les podcasts, mais le problème c'est qu'à un moment j'en ai écouté tout le temps. Et donc déjà que ma journée est hyper intense, et en plus de ça, les seuls moments de respiration entre guillemets que j'avais, j'écoutais des trucs qui m'apportaient encore de l'information. Et là je me suis dit, de temps en temps, il faut que je métabolise cette information, que je la digère. Et donc j'ai mis dans mon emploi du temps des marches créatives. Donc c'est des moments où j'ai juste marché, sans écouteurs ni rien, en général dans la nature. Et généralement, c'est là où je prends mes meilleures décisions, où j'ai mes meilleures idées. Et donc maintenant, je le vois pas comme du repos, je le vois comme du travail. Tu parlais de tes 2 jours off, là, les jeudis et vendredis. Là, dans mon cas, je vois ça comme du travail. Donc ça me déculpabilise. Et pour autant, j'ai beau le savoir, ça a beau me déculpabiliser, dès que je suis dans une phase un peu plus intense, etc., ça passe à la poubelle, quoi. Ouais. Mais ce que tu dis est vrai. Déjà, t'as évoqué une notion qui est fondamentale, celle d'énergie. En fait, quand on comprend que le couple énergie-temps n'est pas si linéaire et proportionnel, et notamment pour les éléments importants, les choses qui vont avoir vraiment de l'impact sur notre business, sur notre vie, les décisions importantes, on sort de ce paradigme. On n'est pas, voilà, si nous tous, notre boulot d'entrepreneur ou de CEO, c'était d'enfiler des boîtes, évidemment que si tu passes 2 heures de plus à enfiler des boîtes, t'en empiles plus. Mais c'est pas ça notre boulot. Et donc, une fois qu'on a cette notion de où est-ce que je suis, après ça nous emmène vers tous les concepts de zone de génie, de flow, etc. Mais à quel moment je vais faire une action qui va avoir un impact énorme sur mon business, là, on comprend que le paradigme est un peu différent. Et effectivement, ce que tu dis aussi sur le fait de métaboliser l'information, il y a plein de choses sur comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne le corps. Et on revient des fois moi, j'aime bien le bon sens paysan. C'est pas un hasard s'il y a des expressions comme « la nuit porte conseil »,« je dors dessus ». Et combien de fois, juste le fait d'aller dormir, se réveiller le matin, on a les idées claires. Et explorer un peu ces choses-là avec un angle neurosciences et de voir en fait concrètement qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Tu parlais aussi de quand j'ai pas dormi, qu'est-ce qui se passe. Ça ouvre énormément de possibilités. Et même, tu vois, par exemple, tu disais que même moi, j'ai sous-entendu que au début de la start-up, tu dois charbonner. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une image de ce que c'est que l'entrepreneuriat qui, en fait, ne correspond peut-être pas à ce qu'on a vraiment envie de faire. Tout le monde s'imagine qu'il a envie de faire une boîte qui va devenir une licorne et qui va changer, qui va vraiment changer l'univers pendant des siècles. C'est juste une idée idéalisée. C'est comme si on se dit, tout le monde aimerait être milliardaire, évidemment. Mais en fait, en vrai, c'est pas vraiment ce que les gens veulent. Il y a certaines personnes qui veulent ça. Mais beaucoup de gens s'imaginent qu'ils veulent ça alors que c'est pas ce qu'ils veulent. Et donc déjà, être au clair avec ce qu'on veut, c'est un premier élément fondamental. Et le deuxième élément, c'est que même, donc t'es au clair avec toi-même, tu veux quand même faire le truc énorme, le coup de charbonner dès le début, j'en sais rien. Ça dépend des gens. Il y a des gens, c'est ça qui va leur correspondre. Et il y en a d'autres. Il faut trouver, en fait... moi, j'ai certains de mes clients qui m'ont dit un jour, mais Mounia, est-ce que tu peux m'aider un peu à lister les compétences qu'il faut pour que je sois un bon CEO ? Je dis, non, on va trouver ce qu'il te faut, toi, à ta sauce. CEO, c'est quoi, toi, le bon CEO pour toi ? Et en fait, ça revient à travailler sur ta zone de génie et déléguer le reste. Et donc, il y a des gens, ce qui va leur convenir, quelle que soit la phase de leur entreprise, c'est peut-être de charbonner
puis de pas charbonner. Après, il y a quand même des choses de tenir sur la durée, comme tu disais, être capitaine du bateau. À un moment, si t'es dans la cale, en train de ramer avec tout le monde, juste tu fais pas ton job. Il y a des gens, ça va pas leur correspondre dès le début. Et justement, avoir un peu ce travail de vérité, de se dire où est-ce que moi, je peux vraiment donner le meilleur, ou en tout cas être à ma place, et sur du long terme notamment. Ça, comme par hasard, on sort un peu des sentiers battus, quoi. Moi, j'ai vraiment remarqué un changement. Tu parlais de ce qui était important lorsque j'ai justement différencié ce qui était important de ce qui était urgent et que j'ai consacré toutes mes matinées à du deep work sur des tâches importantes qui servent mes objectifs à moyen et long terme et les après-midi aux urgences. Les urgences, c'est les sollicitations externes, c'est les calls, c'est les réunions avec les équipes, c'est répondre aux mails, etc. Et avant, j'avais tendance à commencer par ça et en fait, chaque mail que j'ouvrais ajoutait une tâche à ma to-do list et je me retrouvais à passer ma journée à faire des petites tâches comme ça mineures. J'arrivais le soir, ma femme elle me demandait qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Incapable de lui citer une seule chose. J'ai fait 1000 choses, je suis épuisé, mais je suis pas satisfait de moi parce que j'ai l'impression d'avoir avancé sur rien de réellement important. Et voilà. Et donc en fait, tu t'agites, mais dans quel sens? Mais c'est exactement ça. Et en plus, là, ce que tu évoques, c'est que tu réponds à des sollicitations extérieures. Et c'est comme si finalement tu laisses le monde extérieur gérer un de tes assets les plus précieux, ton temps. Exact. Et moi, je sais que c'est donc dans la méthode 108 milliards avec laquelle j'accompagne du coup les entrepreneurs, il y a 2 piliers de base qui sont très, je vais dire ça simplement, c'est apprendre à lire et à écrire cerveau. J'appelle ça le téléchargement de pensée et la visualisation, on pourra en reparler. Mais le troisième outil qui est en train de devenir un pilier tellement je le fais avec tout le monde, c'est l'agenda. Et quand je leur dis, bon, l'agenda, tout le monde a un agenda, tout le monde le gère plus ou moins, il y a des gens qui sont très avancés en gestion de l'agenda, mais je leur dis, l'idée, c'est de le voir comme votre chief of staff, votre directeur de cabinet. Et justement, en comprenant comment fonctionne votre cerveau, vous allez pouvoir décider à l'avance, et c'est fondamental, à l'avance, quelles sont les choses, un peu la one thing là, de Peter Thiel, mais quelle est la chose importante qui va vraiment créer de la valeur, qui va vraiment changer, comment on dit, bouger l'aiguille, move the needle. Et c'est sur ça que je vais mettre du temps, même si c'est pas urgent. Et pour le coup, laisser quelque part les autres gérer. Moi, par exemple, je suis toujours estomaquée quand je vois qu'il y a encore beaucoup de boîtes où les agendas entre les membres de l'équipe sont open et que moi, je suis ta collègue, je vais venir, je vais te caler un point le jeudi après-midi. Pour moi, c'est surréaliste, en fait. C'est comme si j'avais ma maison et que tu pouvais venir mettre ta planche de surf dans mon jardin sans me demander mon avis. Et donc, vraiment, c'est un vrai travail de réappropriation, pour moi, d'un de nos assets précieux. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est très, très vrai. Et pour autant, tu disais tout à l'heure que est-ce qu'on a vraiment besoin de charbonner pour passer de 0 à 1? On peut se poser la question, mais d'un autre côté, tu le choisis pas forcément. Quand tu es une boîte en croissance ou en hyper croissance, souvent, tu es obligé de te mettre dans le rouge pour ensuite staffer. En fait, si tu veux, tu peux pas anticiper suffisamment la demande, soit parce que t'as pas assez d'argent. Prenons le cas le plus simple. T'as pas assez d'argent. Ouais. Donc tu lances ta boîte. Et tu peux pas staffer 10 personnes aujourd'hui parce que tu fais pas encore ce chiffre-là. Donc tu es obligé d'attendre d'avoir dépassé, que ta demande ait dépassé ce chiffre pour pouvoir staffer. Et donc en attendant, c'est toi qui dois le faire tout seul. Donc à chaque fois, tu es obligé de te mettre dans le rouge, de te bouffer l'escalier pour ensuite marcher dessus et puis avoir un trou d'air jusqu'à la prochaine marche. Mais t'as raison. Et puis moi, en fait, c'est ça aussi qui est intéressant, même par rapport au fameux équilibre vie pro, vie perso. Enfin, clairement, il y a des phases de ma vie, et même dans mon business, etc. maintenant, où j'ai charbonné et je recharbonnerai et j'aime charbonner. La question, c'est est-ce que je choisis des moments où je charbonne, où je les choisis? Bon, des fois, oui, on n'a pas le choix, mais je veux dire, est-ce que à quel point je les subis et pendant combien de temps je les subis, au lieu quelque part de les embrasser et d'en faire un truc génial. Franchement, moi, ce qui m'arrive assez régulièrement, dans des phases justement de changement, de transition dans mon business, où j'ai ce qu'on appelle des insomnies créatrices, j'ouvre les yeux à 3-4 heures du mat, j'ai l'énergie du siècle. Moi, je sais que c'est mes meilleurs moments. Et je sais que typiquement, la façon dont j'ai pondu la méthode 108 milliards, alors j'ai rien inventé, je suis allée bundler les choses qui ont été à la base game changer dans mes formations, dans mon propre dev perso, mais en tout cas, le moment où je l'ai formalisé en disant tiens, c'est comme ça que j'ai envie d'accompagner les gens, c'était une insomnie créatrice et en 2 heures, c'était plié. Et on l'utilise encore 5 ans plus tard. Maintenant, je forme des coachs. Ce qui est marrant, c'est que maintenant, je forme des coachs qui ont été formés par ailleurs. C'est-à-dire ils ont fait des formations de coaching, après ils arrivent quand même dans ma formation, plutôt pour la partie à la base, justement, parce que pour la partie business. Mais quand ils apprennent ce que c'est que la méthode 108 milliards, ils me disent mais c'est génial. Et ça, je l'ai pondu en 2 heures.
Évidemment, c'est pas 2 heures, c'est des années de travail. Ouais, c'est ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que se dire que je vais me sortir de mon lit, alors qu'en plus, c'était le moment où mes bébés étaient encore petits et tout ça, et à 3 heures du match, je vais charbonner. On pourrait dire, l'équilibre vie pro, vie perso, tout ça. Non, j'ai des moments de charbonnage et j'ai pas peur de travailler. Et justement, je trouve que moi, je kiffe les moments où je charbonne parce que c'est pas tout le temps. Et parce que je les subis pas. Et aussi parce que j'ai par ailleurs des routines dans ma vie qui font que je me crame pas. Typiquement, le sommeil, pour moi, c'est tellement sacré que typiquement, quand j'ai une insomnie créatrice, ça me dérange pas d'envoyer un mail à tous mes clients, à tous mes rendez-vous, à 7h du mat en disant « Désolé, j'ai un problème, on annule ». J'emmène mes enfants à l'école et je reviens et je dors jusqu'à midi. J'ai pas de problème avec ça. En fait, je mets toujours mon sommeil avant tout. Moi, j'exagère. Des fois, on peut pas, mais dès que je peux, je dors. Quand j'ai besoin de dormir. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'idée, c'est pas... je veux pas remplacer un dogme par un autre. Il y avait le dogme de, il faut bosser à fond pour y arriver. Je veux pas le remplacer par, non, il faut avoir un équilibre vie pro, vie perso, faut faire du yoga le matin, et puis faut boire ton petit jus vert et commencer à travailler à midi. On remplace pas un dogme par un autre. Moi, ce que j'adore, ma passion, c'est la plasticité cérébrale. Et pour moi, dans ça, il y a une notion de souplesse, de liberté, de tester et de faire plein de choses différentes en fonction des phases qui est hyper riche. Et en réalité, la nature fonctionne comme ça. Tout est homéostasie, tout est une sinuosidale. Il n'y a aucun système qui est parfaitement linéaire. Et d'ailleurs, un système linéaire, Nassim Nicolas Taleb te le dirait, c'est un système qui est fragile. Ouais. Le système qui est antifragile, c'est un système qui est en sinuosidale, qui est toujours en train de varier. La température corporelle, on dit qu'elle est à 37 degrés. En fait, elle est toujours en train d'osciller entre 36 et 38. Elle essaie de viser 37, mais elle n'y arrive jamais vraiment. Ouais. Et donc, il faut accepter aussi que, voilà, il y a des cycles, des rythmes. Là, tu parlais de ces insomnies créatrices. Moi, là, j'ai créé il y a 6 mois une nouvelle boîte qui m'anime beaucoup. Et donc, il y a des périodes, j'ai toujours tendance à me lever trop tôt. Mais globalement, vers 6 heures du matin, tu vois. Et comme pour toi, le sommeil, pour moi, c'est vraiment fondamental. Je déteste me sentir fatigué. Je trouve ça tellement jouissif de me sentir au top de mes capacités que de me sentir en dessous de ça. J'ai beaucoup de mal à le supporter. Et donc, par le passé, si je dormais pas bien ou autre, j'avais tendance à m'énerver, à essayer de me forcer à dormir, à me dire non, il faut que tu dormes, etc., machin. Et en fait, maintenant, il y a des moments où je suis un peu en suractivité sympathique. J'ai plein d'idées et je me réveille à 4 heures du matin, plein d'énergie. Et en fait, plutôt que d'être là à me forcer, à me dire non, il faut que tu te rendormes, c'est pas bien, tu vas te fatiguer, je me lève et en fait, je passe des super journées et je ressens pas du tout la fatigue. Et ça, j'ai pu le faire, tu vois, plusieurs jours de suite. Et donc, mais malgré tout, j'ai conscience que je suis en train de sursolliciter mes surrénales, que je suis un peu en suractivité sympathique, etc. Et donc, toi, tu disais que tu dois te coucher à 7 heures. Moi, c'est pas le genre de choses que je fais parce que je vais avoir plus de mal peut-être à me rendormir, etc. Mais par contre, je vais équilibrer ça en faisant peut-être un peu de méditation, un petit NSDR, Yoga Nidra le midi, tu vois, des petites choses comme ça. Et puis, ça reste... Tu vois, peut-être que pendant une semaine, tous les matins, je me réveille à 4 heures du matin parce que j'ai plein d'idées. Et puis après, je reprends mon rythme normal, tu vois. Et le corps s'autorégule comme ça assez naturellement quand tu n'essaies pas toujours de le contraindre et de l'empêcher de faire ce qu'il a envie de faire en réalité. Oui, et puis effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. On pourrait faire le même parallèle avec le rapport qu'on a à la nourriture. Si on arrivait, même si c'est très dur, et moi je suis pas forcément un bon exemple, mais si on arrivait à s'écouter vraiment, à écouter vraiment notre faim, nos envies, on n'aurait pas de... Mais bon, après, c'est pas toujours facile. Et c'est pour ça que je trouve que si on arrive à s'écouter, c'est génial. Si on n'arrive pas à avoir des routines, à avoir des soupapes qui nous... Et les soupapes, donc moi je parlais de ma pratique, effectivement, tu vois, dans de Rose Méthode, la décontraction, ça s'appelle le yoga nidra aussi, donc tu as l'air de connaître. Avoir des pratiques comme ça dans ma journée, des disciplines, un truc aussi tout simple pour moi. Moi j'ai un peu je sais pas si... Mais j'arrive pas, même quand je me couche très très tard, je me lève quand même tôt. Je suis un peu... Mais du coup, je me couche jamais très tard. En fait, ce que je fais, moi, c'est que quand je vois que je manque de sommeil parce que je me suis couchée tard ou parce que j'ai eu une insomnie créatrice, en fait, je couche mes enfants et je vais dormir direct. Et donc, une autre de mes soupapes, moi, c'est les certains jours de la semaine où je me couche franchement, je suis dans mon lit à 9h15 avec un bouquin. Et je sais que je rattrape comme ça. En tout cas, voilà, se connaître et trouver des moyens, en fait, comment dire, être hyper créatif et out of the box sur notre fonctionnement, au lieu de se prendre tiens, ça a très bien fonctionné pour X, Y, pour Pierre-Paul Jacques, donc je vais faire exactement pareil. Plutôt aller s'inspirer, parce qu'effectivement il y a plein de livres qui sont intéressants, il y a plein de gens qui mettent en place des routines intéressantes, nous inspirer et après trouver son flow, quoi.
Ouais, bah tu sais, moi, avec 5 ans d'Imitest Project, j'ai reçu pas mal de gens et ils m'ont livré chacun leur routine, leur hack, etc. Et puis j'ai lu pas mal de livres aussi sur le sujet, j'en ai testé des tas dans ma vie. Et maintenant, j'ai l'impression d'avoir un peu une valise avec plein d'outils. Et c'est vrai qu'on a tendance à voir les routines comme quelque chose que tu dois faire tous les jours. Alors c'est vrai qu'il y en a il y a des espèces de patterns qui sont quand même réguliers, tu vois, un peu comme ta deux roses méthode. Moi aussi, j'ai des patterns qui ont tendance à être réguliers. Mais malgré tout, c'est aussi quelque chose qui est flexible et des outils que je peux utiliser en fonction de mon contexte du moment, de ce que je ressens, de mes besoins, etc. C'est quoi, toi, un peu, justement, les outils qu'il y a dans ta valise que tu aimes bien? Bah, tu parlais de marche créative. Alors, moi, je les appelle pas comme ça, mais effectivement, j'écoute énormément de podcasts et il y a des moments où je peux plus. En fait, et c'est des longues phases. Enfin, si tu regardes mon année, je vais avoir peut-être 3 mois où je vais consommer énormément de choses de l'extérieur. Et après, c'est comme si j'ai une overdose et je ne peux plus. Donc, du coup, je vais aller me promener et je vais même pas prendre, même pas pour écouter de la musique, je vais même pas prendre mon téléphone avec moi. Je vais aller courir ou je vais faire des choses comme ça. Et donc, effectivement, c'est pas des trucs que je fais tout le temps, mais il y a des moments où j'en ressens le besoin. L'autre truc aussi, c'est de partir quelques jours seul. Ça, c'est magique. Et sans programme, en fait, c'est ça. Parce que des fois, quand on fait ce genre d'initiative, on s'attend à ce qu'il se passe un truc. Ah, mais je vais revenir avec l'idée du siècle, ou je vais revenir avec je ne sais quoi. Non, sans attente, sans programme. Donc partir, mais parfois c'est 2-3 jours, on a des enfants et tout, on ne peut pas toujours, mais ça c'est très fort. J'aime bien aussi en ce moment, alors depuis 1 an, c'est très récent, mais organiser des sortes de petites retraites entre femmes. En ce moment, je trouve que c'est une énergie dont j'avais besoin. Je trouve qu'il se passe un truc quand on est entre femmes. Bon, j'imagine qu'on peut faire ça pas que entre femmes, mais en tout cas, en ce moment, moi, c'est ce qui me parle, c'est ce qui me touche. Et à chaque fois, c'est soit on se retrouve entre nous et sans programme particulier, mais les langues se dédient et des choses magiques qui se passent, soit carrément, par exemple, moi, ma lubie en ce moment, c'est les constellations familiales. Et donc, on a organisé un week-end entre femmes et on a fait une constellation familiale ensemble. Et c'était incroyable, en fait. Donc, tu vas mettre un peu des choses comme ça qui ne sont pas régulières, qui ne sont pas tout le temps, mais qui te permettent de débrancher. Cette notion de partir quelques jours seul, moi, je la retrouve quand je fais du trail. Pour moi, le trail, c'est en fait, en soi, j'aime pas du tout l'endurance. Je déteste courir. Et pour autant, j'aime bien ce sport. Et je pense que c'est précisément parce que pour moi, c'est pas un sport. C'est une espèce de bulle d'oxygène où je peux me ressourcer, être seul avec moi-même. J'ai besoin de moments seuls. Et maintenant, j'ai une famille merveilleuse que j'aime énormément. Mais forcément, j'ai moins ces moments pour moi. Et donc, c'est toujours quelque chose qui me nourrit, tu vois, à tout niveau. Intellectuellement, physiquement, etc. Et je reviens justement avec mon amour pour ma femme et pour mes filles est renouvelé, mes idées, etc. Je vois tout beaucoup plus clair. Et parfois, tu vois, pendant le week-end, comme ça, je vais courir, je sais pas, 7 heures le samedi, 7 heures le dimanche. Et donc, au final, c'est un voyage, tu vois. Je suis monté sur des sommets, j'ai traversé des forêts, j'étais sur des plateaux, j'ai vu de la neige. Enfin, c'était tellement varié. Et puis, le fait de s'inscrire comme ça dans le temps long, ça donne l'impression un peu de vivre une vie en une. Peut-être aussi parce que la fatigue liée à la course, au bout d'un moment, fait baisser le seuil laminaire de mon mental pour laisser peut-être mon système limbique et émotionnel prendre plus de place, ce qui est moins le cas probablement au quotidien. Et ça questionne aussi, tu parlais tout à l'heure de cet équilibre vie pro, vie perso. J'avoue que je déteste ce terme, parce que équilibre vie pro, vie perso, pour moi, ça suppose que dédier du temps à l'un soustrait forcément du temps à l'autre. Et tu vois, moi, je parlais des marches créatives ou là de ma pratique du trail. Quand je fais ça, est-ce que c'est du temps perso ou est-ce que c'est du temps pro? Parce que théoriquement, je suis en train de courir, c'est censé être du temps perso. Mais c'est souvent là où j'ai mes meilleures idées, comme je le disais. Mon cerveau fait des liens naturellement entre plein de concepts, etc. J'ai une vision plus claire des choses. Ça régénère mes capacités d'attention, de concentration, de patience vis-à-vis des autres. Parfois, j'écoute des livres audio, des podcasts. J'écris parce que en fait, en partant dans ma tête, j'ai parfois des idées de newsletter. Je publie 1 fois par semaine une newsletter. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je partage un petit peu mes pensées philosophiques, mes expériences, etc. Et donc, parfois, j'écris mes newsletters alors que je suis en train de courir parce qu'en fait, mon cerveau, naturellement, y pense, tu vois. Et en fait, c'est une espèce de catalyseur de ma créativité à tout niveau. Et donc, du coup, est-ce que c'est du pro, est-ce que c'est du perso? Et moi, j'essaie plutôt d'avoir cette vision de me dire, en fait, j'essaie de faire en sorte que chaque pièce du puzzle de ma vie catalyse les autres. Qui est vraiment cet effet auto-catalytique. Et tu parlais d'énergie tout à l'heure. De supprimer tout ce qui draine mon énergie pour ne garder que ce qui me donne de l'énergie, que ce soit pro ou perso, au final.
si mon énergie est au top, mon énergie est au top, je serai au top. Si je suis au top, toute mon action, tout ce que je vais faire, que ce soit la qualité du temps que je passe avec mes filles ou la qualité de mes décisions en tant que chef d'entreprise seront maximisées. Mais je suis hyper alignée, ça n'a pas de sens pour moi cette question. Et d'ailleurs, quand j'ai un nouveau client qui me demande si ce qu'on va faire ensemble, c'est du coaching pro ou perso, ma réaction est toujours la même, j'explose de rire. Je lui dis, assis-toi, ça va bien se passer. Et parce que voilà, pour moi, ça n'a pas de sens. Et l'image aussi, pour un peu faire le lien avec mon ancien métier, j'aime bien leur dire, avant, parce que moi, je me vois vraiment comme sparring partner, on va dire. Parce qu'effectivement, on va avoir des discussions qui sont à la fois du coaching, mais qui parfois sont très business sur une partie où je vais aussi donner des conseils, etc. Et je leur dis, avant, j'étais au bord de votre boîte. Maintenant, je suis au bord de votre vie. Alors, il se trouve que dans votre vie, votre boîte a une place, mais il y a plein d'autres choses. Et ça n'a, voilà, je pense qu'on est alignés. Genre, ça n'a pas de sens de se dire, enfin, arrêtons de segmenter et voyons plutôt là où on peut avoir des choses qui catalysent à la fin des fins ce qu'on veut. Enfin, moi, une image qui me porte depuis toujours, c'est de me dire, j'ai beau être entrepreneur, en fait, moi, j'ai une chef. C'est la personne que je serai, peut-être, je me projette beaucoup dans... j'espère que je serai vieille à ce moment-là, on verra, mais la petite vieille qui a 2 doigts de mourir, qui est sur son lit de mort et qui se repasse le film de sa vie en accéléré. J'imagine ça. Et je me dis, mais elle, c'est ma chef, en fait. Et mon job, c'est que quand elle se repasse ce film, elle puisse se dire, OK, c'était bien, enfin, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai fait au mieux. Et évidemment qu'elle va pas se demander, ça c'était du pro, ça c'était du perso, quelles sont mes réalisations? Enfin, elle va juste avoir une espèce de saveur de quelle était sa vie, quoi. Et donc, quand je reviens à ça, je me rends bien compte qu'il n'y a pas de frontières, que c'est beaucoup plus profond, quoi. Donc, avant, tu étais au bord de leur boîte, tu sélectionnais des entrepreneurs parce que tu voyais chez eux un potentiel et potentiellement un retour sur investissement à horizon 5 ans. Maintenant, tu es au bord de leur vie, mais tu vois toujours autant d'entrepreneurs. Je sais que tout à l'heure, tu m'as dit que c'était très individuel et que chacun devait trouver sa sauce. Pour autant, est-ce que tu as repéré des espèces de patterns qui font, selon toi, un bon entrepreneur? Et après, j'aurai une autre question. Écoute, moi, j'avais déjà un peu essayé un peu de théoriser ça dans les dernières années où j'étais chez Isaïe, où je commençais déjà à me former au coaching. Et pour moi, il y a un élément qui est clé. Alors, j'appelle ça, même si c'est peut-être pas le bon terme, mais j'appelle ça la coachabilité de l'entrepreneur. En fait, c'est sa capacité à se remettre en question. Donc, c'est pas forcément toujours être coaché par quelqu'un d'extérieur, mais en tout cas, sa capacité à se remettre en question et à penser différemment. Et on revient à cette notion de plasticité cérébrale. Quand c'est rigide, même si c'est excellent, pour moi, c'est un entrepreneur à qui il manque un truc hyper important. Donc, cette capacité à faire différemment, à tester différemment, à aller, ce qui est pas facile, des fois, ça demande du courage de remettre en question ce qui a fait tout notre succès. Parce que si tu fais pas ça, t'as du mal à innover. Donc, tu restes sur tes chemins. Donc, ça, c'est vraiment une clé hyper importante. Après, évidemment que ça, c'est pas forcément une compétence ou machin, mais quand la personne fait quelque chose qui a un sens profond pour elle, c'est pas, d'ailleurs, des fois, c'est pas l'activité de l'entreprise qui a un sens profond. Parce que justement, il faut sortir aussi du mythe de mais moi, je fais une boîte qui a de l'impact, qui est alignée avec ma mission de vie. Bon, il y en a qui le font et c'est super. Il y en a, je sais pas, c'est caricatural ce que je dis, mais quand tu fais un logiciel de compta, peut-être que tu peux te demander si ça a vraiment aligné, mais le sens profond, tu vas peut-être le trouver dans d'autres éléments, en fait. Parce que peut-être que pour toi, le fait de faire société, d'avoir des collaborateurs, de les faire grandir, ça a du sens. Enfin, tu vois, mais en tout cas, quelque chose qui est très profond, ancré, ça te donne... Tu parlais tout à l'heure d'énergie aussi, ça te donne une énergie de malade. En fait, se demander pourquoi on fait les choses. Qu'est-ce que je pourrais ajouter Et puis, en fait, pourquoi ça aussi, ça aide, c'est que c'est des temps longs, en fait. On se rend compte... Quand tu lis l'article sur TechCrunch, tu as l'impression que ça a pris 5 ans. Mais quand tu discutes vraiment avec l'entrepreneur et que tu vois tout ce qui s'est passé, tu te rends compte que c'est des temps extrêmement longs, beaucoup plus longs que ce qu'on pourrait nous vendre. Et donc, si tu n'as pas un feu sacré qui ne dépend pas de la réussite de la boîte, parce que comme tu dis au début, tu rames et ça ne prend pas forcément, tu laisses tomber avant de récolter les fruits. Donc voilà, c'est un peu les éléments... Bon, c'est assez classique ce que je dis, mais... Non, mais c'est intéressant. Et d'ailleurs, c'est vrai que tu fais bien de le rappeler parce que tu regardes des grandes réussites comme, je sais pas, Nike ou Netflix, par exemple, ou Criteo, pour parler d'une réussite française.
Et ben en réalité, c'est des boîtes qui ont échoué 10 fois avant de devenir les succès qu'on connaît. Le fondateur de Nike, il vendait lui-même ses chaussures depuis le coffre de sa bagnole sur des petites compétitions sportives, et il lui a fallu peut-être 10 ans pour take off. Donc aujourd'hui, on se dit ouais, bah voilà, c'est Nike, mais au final, pendant 10 ans, il a galéré et il faisait peut-être je sais pas, $20 000 de chiffre d'affaires annuel, quoi. C'est ridicule. Et après, sur cette notion de sens transcendantal, je trouve que j'avoue que c'est un truc que je vis là en ce moment avec Féroce, et c'est quand même hyper puissant, parce que j'ai l'impression qu'avant, toutes les boîtes que j'ai créées, je me battais toujours un peu contre le courant. Et là, j'ai l'impression que tout est fluide, que tout est facile. Et j'aime bien dire que ça me donne la sensation que l'univers contribue à me faire réussir. Et il y a rien de mystique là-dedans. C'est juste que je pense que déjà, tu vois, si tu t'intéresses à la biologie des croyances, etc., je pense que d'un point de vue cellulaire, déjà, le fait d'être habité par ma mission, crée toute l'expression génétique, etc., au sein même de mes cellules pour me permettre d'y arriver. Donc mon corps, en gros, se met en branle pour atteindre son objectif. Et ça, tu vois, c'est pas un truc perché. En soi, on est avec une encyclopédie de gènes, et ces gènes, ils sont tantôt exprimés, tantôt inhibés en fonction de l'environnement. Et c'est génial, la nature a fait les choses de façon extrêmement intelligente, parce qu'elle savait pas dans quel environnement tu allais devoir évoluer. Donc, elle a fait un truc qui était malléable, un peu comme la boîte à outils, nos routines dont on parlait tout à l'heure. Donc déjà, à l'échelle cellulaire, il y a quelque chose qui se passe. Ensuite, quand tu fais quelque chose qui t'anime profondément, tu parlais de zone de génie tout à l'heure. J'en ai pas mal parlé avec Nicolas Aignan, qui est quelqu'un que j'adore et qui m'a énormément inspiré, et qui a participé d'ailleurs, d'une certaine façon, à mon changement de vie, parce que je ressentais une tension dans la startup que je dirigeais, que j'avais créée, mais qui correspondait plus du tout à mon alignement et à ce que j'avais envie de faire. Et pour autant, je me sentais prisonnier de ce que j'avais créé, parce que j'avais des investisseurs, j'avais des salariés, etc. Et voilà. Et c'est grâce à lui que, j'ai osé réfléchir à comment est-ce que je pourrais faire pour sortir. Tu vois, avant, ça me paraissait tellement impossible que je voulais même pas y réfléchir. Bon, enfin bref. Et donc voilà. Donc il y a cet aspect-là. Et quand tu es dans tes zones de génie, je pense que c'est vraiment dans ces zones de génie que tes talents naturels peuvent trouver leur pleine expression, et qu'en réalité, tu es au maximum de ton potentiel. Et quand tu as ces deux choses-là qui se passent, et que tu as quelqu'un qui est vraiment animé par ce qu'il fait, il rayonne. Il attire à lui les autres, et les autres ont naturellement envie de l'aider. Tu vois, avec Féroce, par exemple, Marion Kaplan, qui est une influenceuse santé, elle parle hyper souvent de nos produits, etc. Je l'ai jamais payé. Alors que peut-être qu'elle contribue pour, je sais pas, donc ça fait 6 mois qu'on a lancé la boîte, on fait un peu plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Peut-être que 50 000 euros du chiffre d'affaires mensuel qu'on fait provient de Marion Kaplan. J'en sais rien, j'ai pas les chiffres. Envoie-lui un petit cadeau quand même. Oui, non mais tu vois, c'est énorme, et j'ai jamais payé, j'ai jamais rien dépensé. Et elle le fait simplement parce qu'elle est convaincue par les produits, elle est convaincue par la mission, et elle a envie de nous aider. Et donc voilà. Et donc je pense que malgré tout, ce côté de faire quelque chose qui a du sens, et en plus c'est ça qui te permet, comme tu le disais, de t'inscrire dans un temps. Et pour terminer sur le premier point que tu mentionnais, qui était la capacité de se remettre en question, d'écouter les autres. Justement parce que je pense qu'en fait un chef d'entreprise, c'est un chef d'orchestre qui s'entoure de gens qui sont meilleurs que lui, et quelque part c'est une sorte de liant, de synapse, plus que un capitaine, c'est aussi un capitaine, mais voilà. Est-ce que pour toi c'est une qualité innée, ou bien est-ce que tu as des techniques justement que tu partages avec les gens que tu coaches pour libérer cette pensée divergente? Écoute, moi, il y a un des piliers de ma méthode que j'appelle le téléchargement de pensée, où j'invite les gens à écrire tout ce qui se passe dans leur tête pendant 5 minutes. Donc on peut le faire comme ça, sans sujet précis, mais on peut le faire dans un but justement, comment libérer la pensée divergente. Tiens, là, je veux synthétiser. On m'a dit plein d'avis différents, je suis en panique. Je ne sais pas quelle décision prendre. C'est apprendre à décider, pour le coup, voilà, c'est un muscle qui s'apprend, qui se forge. Et donc, télécharge tout ce qui te passe par la tête. Qu'est-ce que je pense de cette histoire? Qu'est-ce que je pense de cette décision que je dois prendre? Et tu écris tout ce qui te passe par la tête. En fait, dis-toi qu'il y a des choses qui vont sortir à l'écrit, en mode écriture automatique, qui ne sortent pas juste quand tu essaies d'y réfléchir comme ça. Et après, ce que j'invite les gens à faire, c'est d'isoler ce qui est factuel. De le mettre de côté. Et j'aime bien dire, d'être un ayatollah sur ce qui est factuel. C'est-à-dire, ce qui est factuel, tu peux le prouver devant un tribunal, c'est neutre, ça fait pas polémique. Ton foulard est rouge et blanc, c'est factuel. Ton foulard est beau, c'est juste mon opinion. Et même si on était 1000 dans la pièce à trouver ton foulard beau, ça reste une pensée, ce n'est pas un fact. Donc tu isoles ce qui est factuel, et tu regardes le reste. Et le reste, tu te dis, c'est mes croyances, c'est mes pensées. C'est depuis que je suis dans le ventre de ma mère, c'est le petit bonheur, la chance de tout ce que j'ai vécu qui m'a amené
à avoir cette opinion-là. Beaucoup qu'on m'a mis dans la tête alors que j'y ai jamais réfléchi, que j'ai jamais remis en question. En plus, on est dans des cultures, donc on partage tous des choses qu'on prend pour la vérité, mais qui en fait sont nos visions. Et tes croyances, tes pensées, l'idée, c'est pas de te dire ça n'a pas de valeur. C'est hyper important. Homo sapiens est devenu fort le jour où il a pu forger une croyance, y croire et la faire croire à ses copains. Donc on est clair là-dessus. Mais l'idée, c'est juste d'avoir un peu de conscience là-dessus pour pouvoir modifier les pensées et les croyances qui te servent pas. Et donc typiquement, on t'a donné beaucoup d'avis et tu sens que tu as de la résistance. Par exemple, entrepreneur, tu as tes VC qui disent là, tu es en train de prendre un mur. Tu as peut-être ton N-1 qui vient de démissionner parce qu'il n'est plus d'accord avec la façon dont tu opères la boîte. Et toi, tu sens que tu résistes. Tu dis non, mais moi j'ai raison, c'est tous des cons, ils n'ont rien compris. Bon, pose-toi. Dis-toi d'où vient cette résistance, pourquoi elle est là, et regarde tes pensées. Alors évidemment, avec l'aide de quelqu'un d'extérieur, c'est super parce que tu as un rétroviseur, quoi, quelque part. C'est ça le rôle un peu du coach ou du sparring partner. Mais sinon, si t'as pas envie ou que t'as pas le temps ou que t'as pas les moyens de prendre un coach, fais-le tout seul. Écris et regarde, enlève ce qui est factuel, regarde le reste et dis-toi, est-ce que ces pensées-là vont me conduire là où je veux? Parce qu'il faut savoir aussi un truc sur le cerveau d'Homo sapiens, c'est qu'il a diablement besoin de cohérence. Si le monde n'est pas cohérent, ça bug. Parce qu'il reçoit trop d'infos. Il doit prendre trop de décisions. Donc, pour pas bugger, il garde une vision du monde cohérente. Donc, voilà, tu regardes tes pensées, tu dis, est-ce que ça, si la vie est cohérente, ça va créer quoi comme résultat? Bon, en fait, ça m'emmène dans le mur. Donc, c'est pas une question, justement, c'est aussi une façon de gérer son ego d'une manière un peu détournée. Dire, est-ce que ça me sert, même si j'avais raison, est-ce que ça me sert de penser que mes investisseurs n'ont rien compris? Que mon N-1 qui vient de démissionner est vraiment un lâche? Est-ce que ça me sert? Si ça me sert pas, qu'est-ce que je peux penser d'autre qui peut m'aider? Je sais pas si ça répond à ta question. Si, je trouve ça intéressant. Moi, j'ai l'habitude de faire des revues journalières. Donc, en fin de journée, j'écris. J'ai même pas vraiment de canevas en fait. J'écris ce qui s'est passé dans la journée, mes pensées, etc. Enfin voilà, ce que j'ai envie d'écrire. Mais donc souvent, j'écris un peu ma journée, mes pensées, mes idées, etc. Et j'ai remarqué que ça me servait énormément. Le fait de pouvoir observer, en fait, ça me permet de prendre du recul sur ce qui se passe dans ma tête. Et déjà, ça me permet de prendre de meilleures décisions, d'avoir de meilleures idées. Mais en plus, ça me fait une espèce de... Ça finit ma journée et ça évite que ça continue à tourner dans mon cerveau le soir quand je suis à table en train de manger avec ma femme et mes filles. Donc ça, je trouve ça intéressant. Après, je m'interroge quand même à deux niveaux. Le premier, c'est gut feeling, intuition, vs raison. Parce que quelque part, en tant qu'entrepreneur, souvent, c'est une intuition au début qui t'a donné l'idée. Donc, elle est quand même au service de ton développement. Et puis après, tu as tendance à vouloir beaucoup rationaliser tes choix et tes décisions. Enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup rationalisé mes choix et mes décisions. Je voyais l'intuition comme plutôt une intelligence archaïque, donc plutôt primaire. Et maintenant, j'ai une vision complètement différente de l'intuition, dans le sens où, pour moi, c'est ChatGPT. C'est-à-dire que l'intuition, elle se base sur des milliards de data qui ont été accumulés tout au long de ta vie, qui se nourrissent des livres que tu as lus, des podcasts que tu as écoutés, des conversations que tu as eues, des expériences que tu as vécues, etc. Tout ça, en fait, conscient et inconscient, est quelque part dans ta tête. Et ton intuition, c'est le truc qui, en un quart de seconde, arrive à mettre en lien ces trucs-là et à porter à ta conscience des réponses à des questions que parfois tu n'as même pas posées. Et en fait, pour moi, c'est une sorte de forme d'intelligence ultime. Et une fois que c'est arrivé à ta conscience, là, tu peux rationaliser. Et donc, je dis pas que la raison n'a pas d'importance. C'est elle qui va te permettre ensuite de dessiner les étapes, etc. Mais malgré tout, je trouve que, ça m'intéresse d'avoir ton avis sur là-dessus. Et je te rajoute juste un autre élément vis-à-vis de ça. Tu vois, il y a quand même des grands entrepreneurs, je sais pas, des Elon Musk, des Steve Jobs, etc., qui sont connus pour justement n'avoir écouté personne, si ce n'est leur ego, leurs rêves et leur vision. Et force est de constater que, dans leur cas, ils avaient raison. Et pour autant, il y en a d'autres qui ont fait la même chose. Par exemple, le fondateur de WeWork. Et lui, il avait pas raison. Donc au final, il a échoué. Et donc, c'est un peu comme en alpinisme, on dit, en alpinisme ou même dans les sports extrêmes, on dit, si tu réussis, on va dire que tu es un génie. Si tu échoues, on va dire que tu étais fou. C'est un peu la même chose dans l'entrepreneuriat. Donc, selon toi, déjà, quelle est la place de l'intuition dans la prise de décision, 1 ? Et 2, jusqu'à quel point est-ce que tu dois écouter ton gut feeling, ta vision, envers et contre tous, pour réaliser ta mission ? C'est très clair. Alors déjà, je t'invite, je ne sais pas si tu connais la neuroscientifique britannique qui s'appelle Tara Swart.
Non. Alors, je t'invite à regarder ce qu'elle fait. Moi, c'est devenu ma nouvelle déesse. Tous les 2-3 ans, j'ai un dieu ou une déesse. Et c'est elle en ce moment. Et justement, elle a fait tout un travail sur les différentes formes d'intelligence, d'utilisation de sa plasticité cérébrale. Et ce que tu appelles le rationnel, elle appelle ça le mental, c'est une des 6 formes d'intelligence. L'intuition en est une autre. Il y en a une autre, la connexion cerveau-corps, la créativité, enfin, je les connais plus par cœur là, mais la créativité, je sais plus, mais en tout cas, on pourra les retrouver. Mais en tout cas, il y a l'intuition dedans, il y a le mental. Et ce qu'elle dit sur le mental, c'est que c'est un très bon cocher pour la diligence, mais que c'est un très très mauvais stratège. C'est pas justement le rationnel, c'est très bien une fois que tu sais où tu veux aller et pourquoi tu veux y aller. Pour t'aider. Mais sinon, il est très très mauvais. Parce que le mental, il est très fort pour tout ce qui est, par exemple, pour évaluer des risques, mais de façon... pour pas prendre de risques, en fait. Donc, le mental, il va toujours te dire attention, etc. Il est très fort pour se baser sur ce que tu as déjà vécu. Mais il est pas bon pour prédire le futur, en fait. Et surtout, ce qu'elle a vu, en fait, avec toutes les études qu'elle a faites, c'est que quand tu utilises que ton mental et que tu n'utilises pas les autres, tu prends des mauvaises décisions. Et par contre, si tu utilises le mental avec les autres formes d'intelligence que tu as, là, tu l'utilises bien, en fait. Mais ça doit pas être le boss, en fait. C'est vraiment pas le boss. C'est un très mauvais boss. Maintenant, sur l'intuition, ce que tu as dit était hyper intéressant. C'est effectivement... En fait, notre corps, notre cerveau reçoit beaucoup plus d'infos que ce qu'on a à notre conscience. On a à notre conscience même pas, je pense, même pas 0,1%. Et que l'intuition, ce qu'on prend pour de l'intuition, en fait, c'est... toutes ces infos qu'on a accumulées, on voit des choses. Par exemple, même là, on est en train de discuter. Ton cerveau est en train de capter plein de choses sur moi que je ne dis pas, et vice-versa. Et l'intuition, elle a accès à tout ça. Le problème qu'on a, et justement, on va faire le lien avec la deuxième question, est-ce qu'il faut avoir raison envers et contre tout, comme certains entrepreneurs, et comme tu dis, si on réussit, on dit qu'on est des génies, sinon on dit qu'on est fou ou pas. Le problème de l'intuition, c'est que on confond énormément de choses avec de l'intuition. Nos peurs, nos croyances, nos mécanismes d'auto-sabotage inconscients. Enfin, il y a tellement de choses qui viennent se mixer, nos traumas, et que du coup, en fait, le problème, c'est qu'il y a plein de choses qu'on prend pour de l'intuition et qui sont exactement le pote bourré à 4h du mat qui prend ses clés de voiture, qui dit « Je suis pas bourré, je vais conduire !» Et toi, tu fais « Non, en fait, je vais te ramener chez toi. » Et donc, comment on fait pour être sûr qu'une intuition est une intuition ? Parce que même, là, tu disais accès à toutes les informations qu'on a toujours accumulées. Par exemple, un chirurgien qui est en train d'opérer, à un moment, il va avoir l'intuition que quelque chose ne va pas. Mais rationnellement, il ne sait pas ce qui ne va pas, mais il sent qu'un truc ne va pas. Et il va aller checker peut-être quelque chose qu'il ne check pas d'habitude. Et en fait, s'il n'avait pas checké, ça aurait été la catastrophe. Là, on est vraiment dans de l'intuition sur l'expérience accumulée. Son cerveau a vu des choses qui ne sont pas passées par le canal rationnel, mais qu'il connaît, en fait. Et il a vu que ce n'était pas comme avant. Il y avait un pattern. Voilà, exactement. Et donc là, on est dans ce que tu décris. Mais pour moi, dans l'intuition, même, on parlait de yoga tout à l'heure et tout ça, il y a aussi un truc à... Quelque part, qu'est-ce que tu captes de ce qu'il y a autour de toi ? Enfin, moi, j'aime bien cette notion d'inconscient collectif qui a été développée par Carl Gustav Jung. Quand tu as un accès d'intuition, tu peux avoir accès à de la connaissance de l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que j'ai appelé ma boîte 108 milliards. Hein, voilà. Mais l'enjeu, c'est que nous autres, pauvres humains, il y a peut-être, je sais pas, j'ai pas les stats, mais combien d'intuitions, combien de choses ne sont pas de l'intuition, sont tout le reste, tout le globi-boulga de notre tête, et qu'on prend pour de l'intuition. Comment tu fais pour différencier les deux, du coup ? Alors, avoir des pratiques d'ancrage fondamentales. Et quelque part, si tu as déjà vécu des moments d'intuition très forts, et notamment des trucs d'accès à des infos que tu ne pouvais pas avoir, tu peux être un peu bluffé. Tu peux avoir un petit côté waouh, un peu limite être fasciné. Et ça, faut s'en méfier. En fait, il faut pas être fasciné par ses intuitions. Et il faut rester cool avec ça. Donc, déjà avoir beaucoup de pratiques d'ancrage qui font que... C'est quoi que tu appelles une pratique d'ancrage ? Par exemple, moi, ma pratique de DeRose méthode, tes marches créatives, tous les trucs qui débranchent, en fait. Parce que je te disais l'exemple du mec bourré qui a les clés dans la voiture. Débranche tout ça. Et donc, pourquoi je parle aussi de pas être fasciné par ses intuitions ? En fait, c'est comment calmer ton corps émotionnel. L'émotion que tu vas ressentir à avoir l'intuition, à être sûr et certain que c'est la meilleure idée du siècle, même si ça se trouve c'est vrai parce que tu as eu un vrai éclair d'intuition, débranche ça. Ne sois pas émotionnel à propos de ton intuition, tu vois. Ça, c'est un premier truc. Et c'est là où le mental peut être aussi très utile. Ce que j'entends beaucoup et ce que moi je pratique, c'est
l'idée géniale, elle est venue par intuition, mais ensuite, j'ai pris le temps de l'analyser avec mon mental. Oui. Et d'y aller tranquille, tu vois. Et donc après, est-ce que j'écoute les autres? Est-ce que je m'écoute moi? Moi, pour moi, les autres, c'est des données parmi d'autres. C'est des infos qui rentrent dans mon algorithme, et comme lire un livre. Donc même quand tu me dis Steve Jobs, etc., n'ont écouté personne, ils ont écouté des choses. Enfin, ils sont nourris, on est en interaction avec le monde. C'est juste qu'est-ce qu'on en fait, en fait. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, tout à fait. Et je pense que peut-être qu'une des problématiques ou des difficultés pour des entrepreneurs, c'est qu'ils ont tendance à être très dans les systèmes dopaminergiques. Donc les voies dopaminergiques, elles sont liées à l'extéroception, au fait d'aller chercher des objectifs, d'atteindre des objectifs qui peuvent être éloignés, donc qu'on peut pas tout de suite toucher, tu vois. Et donc c'est vachement important parce que c'est grâce à ça qu'on peut construire des projets. Et le système antagoniste aux voies dopaminergiques, c'est le système Here and Now, ici et maintenant, le système du moment présent, qui est beaucoup plus sur l'interoception, sur les ressentis, sur la satisfaction de ce qu'on a déjà. Évidemment, là, je prends l'exemple des entrepreneurs parce que c'est ceux que tu accompagnes, mais ce distinguo et cet équilibre entre ces deux systèmes, il est présent chez n'importe qui. Et puis, tu vois, c'est un peu comme... moi, je trouve qu'on est très bien équilibré avec ma femme parce que moi, justement, j'ai tendance à être très... la tempête qui a envie d'aller conquérir les nouveaux sommets. Mais une fois arrivé au sommet, je suis déjà en train de regarder le prochain. Tandis que elle est beaucoup plus connectée au moment présent et au fait de profiter du voyage. Et donc, je lui donne l'énergie d'aller en haut. Et puis, elle me permet d'apprécier le chemin et la route qui nous y emmène. Bref, c'était une petite parenthèse, mais toujours est-il que ces deux systèmes ont intérêt, à mon avis, à être équilibrés. Et le fait même de vouloir créer une boîte, etc., t'oblige à être beaucoup plus dans les voies dopaminergiques que les voies Here and Now. Et peut-être que c'est là aussi que vient potentiellement le problème. Oui, mais justement, soit tu te prends les premiers murs, soit tu as beaucoup lu et tu as beaucoup été inspiré, mais au début, tu penses que quand tu seras en haut de la montagne, tu seras heureux. On sait très bien, comme tu l'as très bien dit, une fois qu'on est en haut du sommet, on est déjà en train de regarder le prochain sommet. Et donc, l'idée, c'est pas de pas vouloir aller dans des sommets, c'est de pas être dupe. C'est de vraiment, et plus vite tu le sais en tant qu'entrepreneur ou même en tant qu'humain, et moins difficile est la chute. Le nombre d'entrepreneurs que j'ai accompagnés une fois qu'ils ont exité et qui nous faisaient carrément un petit coup de down, même plus, une bonne déprime. Pour ceux qui nous écoutent, exiter, ça veut dire qu'ils ont vendu leur boîte et que potentiellement ils sont riches. Oui, ils sont riches, ils ont atteint leurs objectifs, tout ce qu'on veut. En fait, tout ce qu'ils avaient imaginé en mode le jour où je serai là-bas, alors je serai heureux. Une fois qu'ils sont là-bas, voilà. Et toi, je sais que tu t'intéresses beaucoup aux sportifs de haut niveau. Il y en a beaucoup qui témoignent de ça. Une fois que j'ai eu la médaille d'or, etc., j'ai fait un coup de déprime. Donc, avoir conscience de ça, ça te permet de rester tranquille. Déjà parce que ton cerveau, il s'habitue très vite. Je me souviens, l'anecdote, c'est un ami qui me disait, quand il était les 2 ans où il était en prépa, il disait « si un jour j'ai Centrale, alors limite je pourrais mourir tranquille, quoi. Je serais un homme accompli. » Évidemment que 3 jours après avoir eu Centrale, c'était devenu le minimum syndical d'avoir Centrale. Son cerveau s'est très vite habitué à cette nouvelle réalité. Donc déjà, il y a cet élément-là. Il y en a d'autres qui font qu'on fait des petits coups de déprime post-succès. Donc, l'idée, c'est... Là, moi-même, on m'a parlé de quelqu'un, mais c'est aux États-Unis, mais quelqu'un qui a vendu sa boîte 400 millions. Enfin, et c'était la soirée pour fêter ça. Et il y avait même un groupe connu à la soirée. Enfin, c'était un truc assez dingue. Il a appelé sa coach à 3h du mat, en pleurant, en lui disant « c'est toujours pas assez ». Et en fait, il peut aller aussi loin que tu peux gravir tous les sommets que tu veux. Ce sera jamais assez. Si tu comptes que sur ça pour être heureux, ce sera jamais assez. Et l'idée, c'est peut-être de revenir moi, je trouve, à l'extraordinaire de l'ordinaire. Et c'est un peu, quand tu parles de l'équilibre que tu as avec ta compagne, c'est un peu ça. Ok, je vais dans les sommets, mais elle me ramène. Et moi, bien sûr, je lui donne de l'énergie. Et donc, peut-être ne pas être dupe de ce jeu-là. Quand on est en train de gravir des sommets, juste, voilà, garder... Et la phrase la plus cheesy du monde, mais une fois qu'on la vit vraiment, elle prend toute sa profondeur. C'est le truc de... C'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Mais quand tu le vis, et on refait le lien avec, tiens, quand tu fais un truc qui te drive vraiment, qui est connecté à ton sens ou à ta mission de vie. Par exemple, moi, je sais qu'au début, quand j'ai lancé 108 milliards, j'avais quand même un peu peur. Je m'étais donné comme objectif, à la fin, quand ma période de chômage s'arrête, je veux pouvoir me verser le salaire que je me versais en tant que VC.
Et j'avais peur de ça. Enfin, je me disais, t'imagines, si jamais t'y es pas, bon, bah, tu reprendras un job, machin. Puis un jour, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posée et j'ai écrit le scénario que j'imaginais catastrophe. Ok, en fait, ta période se termine, t'as pas fait 1 euro de chiffre d'affaires. Ce qui, à l'heure où j'écrivais les lignes, était déjà faux, mais c'est pas grave. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Et j'ai exploré ce scénario, je l'ai vraiment exploré, je l'ai senti dans mes tripes. En fait, je me suis rendu compte que ça pouvait très très bien se passer et que je n'avais pas envie de lâcher. Et je me souviens que j'avais conclu par c'est la boîte de ma vie, c'est le job de ma vie, et si peut-être que des fois j'aurais besoin de faire des détours, mais je m'en fous, je lâche pas. Et ce jour-là, je me suis dit, ok, en fait, ce que tu fais, c'est beaucoup plus important pour toi que le résultat que ça pourrait créer. Et ça veut pas dire qu'après il faut pas être parfois, et d'ailleurs le rôle du VC parfois c'est d'appeler la fin de la session comme on dit, mais c'est de se dire, en fait je parlais même pas de l'entreprise sans luminaire, je parlais de ce que je suis en train de faire, je continuerai à le faire d'une manière ou d'une autre. Et une fois que tu vas explorer ce scénario catastrophe et que tu te détends, bah il y a plus rien qui t'arrête en fait, il y a plus de discussion. Ouais, ça me fait penser à Pierre David, qui est un préparateur mental et qui a une technique qu'il appelle la dépolarisation. Et en fait, il dit en substance qu'on a toujours tendance à polariser très fortement le poids de nos décisions. Et notamment, lui, il travaille avec des athlètes olympiques. Ils disent qu'il faut absolument qu'ils aient la médaille d'or, sinon leur vie est finie. Et donc, il les invite à à réfléchir à 50 avantages à pas l'avoir et puis à 50 inconvénients à l'avoir. Et donc ça a 2 avantages. Le premier, c'est que ça diminue la pression. De réussir. Et puis le deuxième, c'est que ça vérifie c'est vraiment ce qu'ils veulent. Parce que tu disais tout à l'heure, parfois on pense qu'on veut des choses et en fait c'est pas vraiment ce qu'on veut. Et donc ça leur permet de voir les choses sous un autre angle, et notamment le fait que peut-être qu'il y a plein d'avantages aussi à pas l'avoir, notamment ils pourront peut-être passer plus de temps avec leurs enfants, etc. Et puis ce que tu disais sur le facteur d'habituation, c'est assez marrant. Moi, pendant vers la plupart de ma vie, j'avais une vieille Polo dégueulasse que ma mère m'avait donnée, qui datait de 2004. Enfin, vraiment une Polo toute pourrie avec un moteur tout pourri qui avançait pas, etc. Puis quand j'ai eu un peu plus d'argent, j'ai pu m'acheter une voiture de sport, et donc je m'en suis acheté une. Et en fait, assez rapidement, j'en étais tout fier au début, et ça m'a fait plaisir peut-être 1 mois, 2 mois. Et puis après, j'étais déjà en train de regarder parce que j'avais envie d'en avoir une autre, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai une Dacia Jogger que j'adore parce que elle a un super grand coffre et que elle est pas très chère, que y a pas plein de fonctionnalités qui me servent à rien à l'intérieur. Et voilà. Et je pense que parce que au final, ce que tu as partagé en substance, c'est que le plus important, c'est toujours cette notion de sens. Et c'est Guillaume Mathias qui parlait des 4 niveaux de sens. Et il disait, t'as le sens hédoniste, c'est le fait d'acheter des choses, de manger, de faire l'amour, ce genre de choses. Et donc ça te donne tout de suite des grosses satisfactions hormonales, donc des gros pics, mais ça rediminue très vite. C'est pour ça que t'as des acheteurs compulsifs, que tu scrolles sans cesse sur TikTok, ou que tu regardes Netflix et puis que tu binge-watch sur Netflix. Ensuite, tu as le sens personnel. Il est déjà un petit peu plus profond. C'est par exemple le fait de se former, d'apprendre, de voir qu'on progresse sur différents niveaux. Là, les niveaux de satisfaction hormonaux seront un peu moins puissants en intensité, mais un petit peu plus longs, un peu plus durables. Ensuite, tu as le sens interpersonnel. C'est le fait d'avoir la sensation de contribuer à plusieurs à quelque chose, de la bienveillance, le fait de donner. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que la générosité, le fait de donner, est un des plus gros contributeurs au bonheur. Et là, c'est pareil, l'intensité sera encore un peu plus faible, mais beaucoup plus longue. Et le dernier niveau de sens, le plus puissant en termes de durabilité, mais pas en intensité, mais en durabilité, c'est le sens transcendantal. C'est l'impression de contribuer à quelque chose qui te dépasse, ou d'avoir trouvé ta mission et de se sentir utile dans la société quelque part. Ouais, mais c'est une très très bonne façon de le formuler. J'avais pas ces 4 niveaux de sens en tête, mais c'est hyper intéressant. Et je pense que justement, tu parlais d'intuition. Moi, j'ajoutais aussi ce que Tara Swart appelle la connexion cerveau-corps. Tu le vois en fait, tu peux voir la différence de ces pics ou de ce truc beaucoup plus slow, beaucoup plus. Mais tu vois là, par exemple, rien qu'en t'écoutant parler du sens transcendantal, etc. C'est comme s'il y a un truc dans mon ventre qui s'est assis, quoi, qui était solide, tu vois. Je sais pas comment te dire. Et quand on dit voilà transcendantal, c'est pas forcément magique, mais vraiment. Et quand tu es à l'écoute de ton corps, tu vois des choses que tu voyais pas avant. Et pareil, si on refait le lien avec l'énergie, moi je sais pas, j'ai vu, c'était très clair pour moi, donc j'invite beaucoup les gens à travailler sur leur agenda et notamment quand on est dans des questions un peu de trouver, qu'est-ce qui est utile ou performant pour la boîte,
qu'est-ce qui est dans ta zone de génie. Tu parles des zones de génie. Moi, je leur dis, on va être bête et méchant. Tu vas regarder tu vas noter tout ce que tu as fait dans la semaine. Et puis, tu vas revenir au bout d'une semaine et me dire, tiens, ça m'a donné de l'énergie, ça m'en a pris, ça m'en a donné. Voilà. Puis on voit très bien, comme par hasard, ils ont un tout petit peu qui leur donne et beaucoup qui leur en prend. Et ils se demandent pourquoi ils vont pas bien. Les gens aussi. Voilà, oui, complètement. Les gens, les tâches, tu peux t'éclater. Et en fait, par exemple, moi, quand j'ai vu que je sortais d'une session de coaching avec plus d'énergie que j'en avais quand j'étais rentrée, c'était fini, quoi. Alors, je rigole, faut pas le dire trop fort à mes clients, mais je serais limite prête à payer pour faire ce que je fais. Et c'est ça, en fait. Une fois que t'as trouvé une équation comme ça, mais il y a plus de... bien sûr qu'il y a des difficultés, bien sûr qu'il y a des moments où ça marche moins bien, bien sûr, il y a tout, life happens. Mais t'as une espèce de source d'énergie qui n'a plus rien à voir, donc c'est pour ça que t'es plus dans une notion de est-ce que je travaille trop, est-ce que je travaille pas assez, est-ce qu'il faut que je travaille... Enfin, c'est même plus la question. C'est plus un sujet. Je suis hyper aligné avec ça. Tu utilises un peu des outils genre le breathwork, les marches magiques, je sais pas, les psychédéliques, etc. Ouais. Alors, breathwork, en fait, c'est inclus dans ma pratique de méthode de Rose. Enfin, j'ai plein de techniques de respiration et justement, en fait, de se dire, on a 8 groupes de techniques en 1 heure, on fait ça, mais des fois, on va faire un focus sur un des groupes de techniques. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant, ça fait plusieurs années que j'en fais, mais du coup, j'ai aussi la théorie qui va avec. En gros, par exemple, quand t'as pas d'énergie ou que t'es plutôt dans une émotion un peu low, de tristesse, tu vas faire une respiration rapide. Le Pastrika. Au contraire, quand tu es justement dans des moments, tu disais des fois, notre cerveau il va à 1000 à l'heure. Tu vas plutôt faire une respiration alternée ou une respiration où tu vas mettre beaucoup de temps sur l'expiration. Donc voilà, j'ai pas mal de techniques de breathwork et des fois je fais des sessions que de breathwork. Après, c'est intéressant les psychédéliques parce que bon, j'en avais pris des trucs quand j'étais jeune, la meuf qui est vieille quoi. Non mais j'avais fait plutôt les trucs en mode Amsterdam, on rigole avec les copains, ok. Mais depuis plusieurs années, j'avais plus rien pris. Moi, je suis quelqu'un qui depuis quelques années, je suis devenue végétarienne, je bois plus d'alcool. Enfin, je suis la caricature de la fille qui est devenue coach. et notamment, pour moi, c'était fini. Mais pour plusieurs raisons, j'ai rouvert la porte et j'ai fait un trip de psychédélique il y a pas longtemps. J'ai un ami en qui j'ai confiance, qui a hyper bien organisé. On était 6 et c'était exceptionnel. C'était quoi? C'était de la philo On a pris des champignons, psilocybine, c'est ça. C'était exceptionnel et justement c'était très différent des trips festifs machin. Là c'était vraiment un trip introspectif qu'on a préparé plusieurs semaines à l'avance. Enfin il y a eu pas mal notamment de travail de respiration, etc. Et quand je vois en fait après, ce qui est marrant, c'est de débriefer ma coach ou les différentes personnes qui m'accompagnent, de voir comment ça m'a fait un accélérateur énorme de conscience dans mon dev perso, dans ce que je fais, et ça m'a emmené ailleurs. Enfin, je sens, en fait, quelque part, je savais que j'étais dans une phase de transition, et ce truc-là a été un accélérateur. Après, je dis ça, moi, je me méfie des accélérateurs. Mon approche, en fait, c'est que c'est pour ça que je prends plus rien depuis des années. Dans l'accès à la conscience, je me dis tout ça, ça altère ta conscience. Et donc, pour moi, c'est comme si tu conduis une voiture à 300 à l'heure et que tu sais pas conduire. En fait, 9 fois sur 10, tu te prends des murs. Donc, je suis pas du tout en train de dire, ah ouais, c'est génial, faut en prendre et tout ça. Mais après, c'est chacun en son âme et conscience de se dire, est-ce que là, je me sens prêt parce que, pour plein de raisons, je me sens prêt à prendre un accélérateur. C'est une décision très personnelle. Mais voilà, en fait, pour moi, les substances comme ça, je savais pas que j'allais en parler aujourd'hui et on verra. Mais les substances comme ça, c'est vraiment voilà, prendre une voiture à 300 à l'heure et tu sais pas conduire parce que tu sais pas où ça t'amène. Ça ouvre des portes dans ton cerveau et si t'es pas prêt à les ouvrir, en fait, faut se dire aussi que l'inconscient est bien foutu et qu'il y a des choses qu'il cache entre guillemets. Donc voilà, avec énormément de pincettes. Personnellement, je l'ai senti sur ce coup-là. Et par ailleurs, j'ai un mode de vie. Tu vois, l'anecdote, c'est que l'ami avec qui on a fait ça, je pense une semaine avant, il a envoyé un message au groupe en disant s'il vous plaît, dans la semaine qui vient, plus de viande, plus d'alcool. Voilà. Bon, moi j'ai rigolé, j'ai fait la bonne élève. J'ai dit moi, je prends plus de viande et plus d'alcool depuis longtemps. Bon. Je l'ai senti sur ce coup-là. Maintenant, je dis aux gens, vraiment, je suis pas du tout à le recommander non plus, quoi. Après, je pense que c'est quand même un outil, justement, dans son aspect thérapeutique, qui est de plus en plus
valider, tu vois, j'aime bien ce que fait Sébastien Boller, qui a notamment écrit Le Bug Humain et Où est le sens. Et je vois que, par exemple, il est directeur éditorial de Cerveau et Psycho. L'année dernière, il y a peut-être eu 3 ou 4 unes du magazine sur les avantages de la psilocybine, du LSD, etc., dans la libération somato-émotionnelle, la gestion de la dépression, etc. Du côté des États-Unis, il y a quand même, dans la Silicon Valley notamment, un développement assez important de la consommation de ces produits, mais dans un cadre contrôlé, tu vois, pas de façon récréative. Et puis maintenant, il y a des gens qui prennent des microdosing voilà, aussi, ce qui est différent. Aussi. Et puis à Paris, je connais pas mal d'entrepreneurs qui font ce qu'on appelle des marches magiques. Donc on prend du LSD et puis tu vas marcher toute la journée dans la montagne. Moi, c'est des choses que j'ai expérimentées, que ce soit la psylo, l'ayahuasca, le LSD sous forme de marche magique, les breathwork aussi, sans rien avoir pris. Et donc, c'est quand même assez incroyable de se rendre compte que simplement avec la respiration, tu peux atteindre des états de conscience modifiés qui, pour moi, étaient aussi puissants que ceux que j'avais pu atteindre avec de la psilocybine. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, et au final, j'ai l'impression que c'est un peu comme si j'avais... Tu vois, tu disais, c'est un accélérateur. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça a ouvert chez moi une porte d'accès vers l'exploration de ma conscience. Et que ma conscience, c'est une sorte de terra incognita. Et qu'à chaque fois, maintenant, je connais le chemin pour y aller. Et je vais aller découvrir une nouvelle parcelle en fonction du moment, etc. Et en fait, maintenant que je connais le chemin, je peux y aller justement avec des breathwork, mais même en faisant parfois de la méditation, en faisant des trails. Quand je cours longtemps, là, tu vois, j'ai fait un ultra trail en Namibie de 5 jours qui faisait 250 km par 50-55 degrés de température. Mais il y a plusieurs moments où j'étais dans cette zone un peu particulière, tu vois. Ouais, t'as modifié de conscience. Et tu vois, et pourtant, par le passé, dans une autre vie, j'ai eu une hygiène de vie absolument déplorable et consommé plein de drogues, etc. Mais dans une logique complètement différente. Là, j'ai pas du tout l'impression que ce sont des drogues. Au contraire, j'ai plutôt l'impression que ça m'a aidé à être plus conscient de moi-même, à me réconcilier avec mon petit enfant intérieur, à guérir des traumas, à avoir une vision plus claire justement du sens de ma vie, de ma mission, etc. Et donc je vois plus comme un contributeur à mon bonheur. Après, c'est pas quelque chose parce que là, quand tu m'écoutes, tu dis oui, il fait peut-être ça tout le temps. J'ai peut-être une expérience comme ça par an. Et comme ça fait 5 ans que je fais Limitless, ben voilà, au final, j'ai fait 5 fois, quoi. Donc c'est pas non plus un truc que je fais très régulièrement. Et puis, je le fais quand je le sens parce que, comme tu dis, tu vois, je pense que c'est aussi un truc, voilà, il faut le sentir, le ressentir et c'est important. Mais je suis d'accord avec toi. Ce que je voulais juste dire, c'est que c'est pas un truc à prendre à la légère. Ça peut être extrêmement puissant pour le meilleur et pour le pire, entre guillemets. J'ai aussi vu des gens faire des bad trips. Il y a des portes qu'on ouvre dans notre conscience qu'en fait on n'était pas prêt à ouvrir. Et donc l'idée, voilà, c'est juste de se dire et d'être accompagné peut-être aussi. Hyper bien accompagné. Enfin, franchement, voilà, moi j'ai beaucoup de gratitude pour l'ami qui a fait ça d'une façon tellement pro, tellement bien, parce que c'est hyper important. Donc voilà, être bien accompagné, le sentir, et justement pas tomber dans le truc inverse, de se dire que c'est pas non plus des solutions magiques à tout. Mais effectivement, tout ce que je peux témoigner à titre perso, c'est que c'était incroyable. Et par contre, indépendamment de ça, on évoquait la respiration et c'est vrai que c'est intéressant. Tu vois, je pense que la respiration, c'est vraiment un outil hyper puissant parce que c'est une voie d'accès directe au système nerveux autonome. C'est la seule clé qui nous permet de moduler en fait notre état d'activation. Et comme tu le dis très bien, tu vois, moi de toute façon, je me suis fixé une règle. Si je me réveille le matin avec un niveau d'énergie inférieur à 7 sur 10, ce qui heureusement arrive pas trop souvent normalement, je me fais 3 cycles de respiration Wim Hof, par exemple. Ça me permet de rentrer dans un tunnel d'énergie jusque midi. Je suis parfait. Et après le déjeuner, je me fais un petit yoga nidra pour régénérer mes voies dopaminergiques. Et puis je refais l'après-midi. Et au final, j'ai une journée au top, alors même que peut-être que j'ai mal dormi, tu vois. Et à l'inverse, quand je sens que justement je suis sur cette suractivité sympathique, etc., même parfois, tu vois, par exemple, juste avant de manger, prendre 3 minutes, allonger un peu l'expiration, etc., ou avant, je sais pas, un call stratégique ou autre, tu peux quand même très facilement modifier ton état, ton énergie, ton état de disponibilité, etc. avec la respiration. C'est un truc qui est tout le temps avec toi en plus, donc t'as pas besoin t'as besoin de rien ni personne. C'est quand même vachement pratique. Il y a un livre je crois que le mec s'appelle James Nestor, qui est incroyable pour ça. Et je me dis, nous, on nous a pas appris. Par exemple, moi, je sais que mes premiers cours de yoga, mais ça devait être en 2010 ou 2011, la prof, on a fait plusieurs séances où je savais pas respirer avec le ventre, alors que les bébés, quand on est bébé, en fait, on sait respirer
bien avec le ventre, et après on désapprend. Donc je respirais que avec en fait le haut de ma cage thoracique. Bah, en fait, en gros, t'es tout le temps en apnée, mais tu t'en rends même pas compte parce que c'est ta life. Et j'ai réappris à respirer. Et je me dis, mais par exemple, moi, j'essaye d'apprendre à mes enfants à respirer. Parce que c'est un cadeau que je pourrais leur faire, c'est d'utiliser 100% de leur capacité respiratoire et pas à 5%. Et ce que j'aime bien dire, c'est mon côté un peu mateuse, mais quand tu es dans un état émotionnel trop intense, ta respiration est altérée, mais la réciproque est vraie. Si tu es très très énervé ou très excité, parce que même avec les émotions entre guillemets positives, quand c'est hyper intense, tu vois, on parlait de l'intuition, à quel moment tu es complètement bourré, l'état émotionnel est très élevé, donc déjà baisse l'intensité. Donc là ça va altérer ta respiration, mais si à un moment tu arrives à de manière on va dire volontaire à ralentir ta respiration, ça va avoir un impact direct sur ton état émotionnel. Donc, comme tu dis, c'est un outil qu'on a toujours avec nous, de toute façon, qui est intimement lié au fait qu'on soit vivant. Et ça s'apprend, en fait, parce que nos sociétés ne nous l'apprennent pas. Avec Limitless, ma mission est de t'aider à atteindre ton plein potentiel. C'est ce qui me motive à enregistrer ces podcasts depuis plus de 5 ans. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Féroce. L'alimentation moderne est 4 fois plus pauvre en micronutriments que celle de nos ancêtres. C'est la raison pour laquelle nous sommes massivement carencés en vitamines et minéraux. Pourtant, il suffirait de 7 grammes de foie de bœuf pour couvrir la plupart de nos besoins. Problème, la plupart d'entre nous n'ont pas envie d'en manger. C'est pourquoi j'ai créé le steak Féroce, composé à 80% de viande de bœuf et à 20% d'abats, pour une richesse micronutritionnelle hors norme et un goût riche et savoureux. Complètement. Et d'ailleurs, j'en parlais avec Stéphane Janssen, avec qui j'ai fait une formation justement qui s'appelle Power Breath, où on partage justement toutes ces techniques de respiration, mais intégrées dans ton quotidien. Parce que les gens, ils ont déjà plein de choses d'autres à faire. Donc, tu vois, t'as par exemple des méthodes, la méthode Buteyko, par exemple, qui t'aide à réinitialiser ta respiration, ta tolérance au CO2, etc. Mais c'est 3 fois un quart d'heure par jour. Donc, tu dois passer 3 quarts d'heure par jour à faire ces exercices de respiration. Donc, nous, on s'est dit, on est parti du postulat que c'était compliqué pour les gens. Et donc, on a fait une méthode qui est basée sur les différentes facettes. Donc, la santé, la performance sportive, la gestion des émotions, etc., la digestion. Et voilà, et qui s'intègre dans ton quotidien. Et je sais plus pourquoi je parlais de ça, mais bref, quoi qu'il en soit. Donc, tu m'as parlé tout à l'heure des patterns des entrepreneurs qui réussissent. Est-ce que, de l'autre côté, il y a des patterns que tu vois récurrents chez les entrepreneurs, des choses qui leur manquent à tous, des espèces de problèmes ou d'écueils, notamment dans la gestion, peut-être, je sais pas si on doit parler de la gestion de leur mental, mais la gestion de leur vie, de leur énergie, dans la gestion de leur énergie, voilà. Bon, on en a déjà beaucoup parlé, mais tous les entrepreneurs qui sont encore dans un paradigme de faut que je travaille, faut que machin, ils se font beaucoup de mal, quoi. Et justement, s'ils sont déjà comme ça, c'est quand même très dur de leur dire, là tu parlais de cet exemple du gars qui t'a dit prends ton jeudi et vendredi off, ou même prends 1 heure le matin pour respirer et méditer. Ils sont souvent pas prêts à l'entendre, tu vois. Alors moi j'ai de la chance, je pense que les gens qui arrivent à moi en coaching sont prêts à l'entendre, sinon ils seraient pas venus jusqu'à moi. À un moment, voilà. Après, ils l'entendent pas du premier coup, ils résistent, mais quand même, ils sont là. Donc, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, on va prendre le temps qu'il faut, mais du moment que vous pointez aux séances, je vous demande rien d'autre. Le reste, vous inquiétez pas, ça va le faire. Faites confiance au process. Maintenant, il y en a qui l'entendent pas du tout, donc je les vois pas forcément, ceux qui sont loin de ce paradigme. Écoute, comme moi, une des meilleures leçons, faut pas essayer de sauver les gens malgré eux, quoi. Enfin, à un moment, une des meilleures leçons que j'ai eues dans ma vie, c'est je marchais avec 2 amies, une qui était dans un état de burn-out hyper élevé, elle avait même déclenché un zona et tout, et moi qui essayais, donc je venais d'être diplômée, je crois, en tant que coach, donc c'est la période où tu veux sauver les gens. Donc, si tu viens d'être coach, tu penses que le coaching c'est la solution à tout dans ta vie, et donc tu veux sauver les gens. Et donc je disais non, mais il faut absolument que tu quittes ton job, et j'essaie de lui démontrer par A plus B avec des arguments rationnels qu'elle a largement la possibilité de le faire. C'était pas un sujet d'argument rationnel, évidemment. Et l'autre copine s'est arrêtée, elle m'a regardée, elle m'a dit, mais Mounia, si elle a besoin de se prendre le mur pour comprendre, pourquoi tu veux l'en empêcher? Et donc, du coup, pour tous ceux qui veulent pas, qui sont trop résistants à ça, mais peut-être qu'ils ont besoin de se prendre des murs, il n'y a pas de problème. Tant mieux. Ok. Dans les 3 piliers de ta méthode, il y avait télécharger les pensées, l'agenda, et le 3e, c'était la visualisation. Ouais. Tu peux m'en parler un peu? Ouais. Alors, la visualisation se base sur une capacité du cerveau que je trouve juste exceptionnelle. C'est que notre cerveau, si on regarde en IRM, en imagerie cérébrale, ce qui se passe, fait très peu de différence entre une situation que tu vis vraiment. Je suis à Ibiza en train de faire la fête.
d'une situation que tu imagines fortement. Je suis dans mon lit, il fait -2, et je ferme les yeux. Et j'imagine fortement que je suis à Ibiza et que je fais la fête. Et j'ai les odeurs, j'ai la musique, j'ai les sensations, etc. Donc, si on regarde dans les 2 moments, qu'est-ce qui se passe en termes de connexion cérébrale, quels sont les chemins qui sont empruntés, quels sont les chemins cognitifs empruntés, on va voir peu ou prou la même chose. Donc ça, c'est le premier élément qui est fondamental pour comprendre pourquoi et comment la visualisation fonctionne. Le deuxième élément, si on revient justement sur cette notion, que veut dire la plasticité cérébrale? Depuis tout à l'heure, je dis ce mot. Très concrètement, ça veut dire qu'à chaque fois que tu empruntes un chemin cognitif dans ta tête, une connexion entre 2 neurones, ce chemin s'élargit. Et si tu n'empruntes pas un chemin pendant un petit moment, il finit par rétrécir, voire par disparaître. Plus les chemins sont larges, plus ça devient pour toi ce que j'appelle le mode automatique du cerveau. C'est tout ce que tu fais naturellement, qui te prend pas d'énergie, qui est... Je sais pas, par exemple, mes parents ont fait du bon boulot à ce niveau-là, c'est de l'ordre du chemin automatique pour moi de me laver les dents avant de me coucher. C'est-à-dire que même si je suis claquée, que je suis déjà dans mon lit, même avant que j'arrête de boire de l'alcool, j'étais complètement machin, je me relevais et j'allais... C'est automatique. Par contre, faire 10 pompes avant de me coucher, c'est pas du tout un chemin automatique pour moi. Donc si jamais je suis motivée et qu'on s'est fixé un défi, on s'est dit allez, avant de se coucher, on fait 10 pompes pendant une semaine et machin, je vais peut-être le faire. Mais c'est du chemin adaptatif, c'est-à-dire que ça sollicite mon énergie, ma motivation, ma volonté. Donc du coup, ce que je suis en train de dire, c'est que la plasticité cérébrale te permet de transformer des chemins pas automatiques, genre t'as même pas de chemin, des petites routes de montagne un peu galères, qui demandent de la volonté, qui demandent machin, en chemin automatique. Tu me suis? Oui, tout à fait. Donc si tu mélanges la plasticité cérébrale avec le coup du cerveau qui fait pas la différence entre une situation que tu vis vraiment et une situation que tu imagines fortement, en fait, à chaque fois que tu visualises ce que tu veux voir arriver dans ta vie, tu n'es ni plus ni moins qu'en train d'élargir les chemins cognitifs vers ça. Alors, est-ce que ça veut dire que si tu visualises que tu gagnes au loto, tu vas gagner au loto? Est-ce que j'ai trouvé la solution pour gagner au loto? Évidemment que non. Parce que gagner au loto, ça dépend très très peu de toi, ça dépend énormément du hasard. Donc on voit bien que la visualisation, et c'est pour ça que les sportifs l'utilisent depuis longtemps, enfin tout ce que je dis, le monde de la préparation mentale vient du sport et ils l'utilisent beaucoup. Donc si tu veux, ça marche très très bien pour tout ce qui dépend fortement de toi. Te mettre au sport, arrêter de fumer, ok, on voit bien le truc. Mais moi ce que je trouve magique dans la visualisation, c'est tout un tas d'objectifs qui dépendent un peu de toi et un peu du reste du monde. Réussir ta boîte, ça dépend un peu de toi et ça dépend du reste du monde. Trouver la maison de tes rêves, quelles sont les chances que le marché immobilier soit favorable, etc., etc. Et là, je trouve que c'est magique parce que l'idée avec la visualisation, c'est pas je vais visualiser que j'atteins mon objectif, donc je vais l'atteindre. C'est plutôt, grâce à la visualisation, je vais programmer mon mode automatique, donc tout ce que je fais naturellement sans même m'en rendre compte, pour le transformer quelque part en missile à tête chercheuse en direction de mon objectif. Donc, je ne sais pas si je vais atteindre mon objectif, mais en tout cas, s'il y a un chemin possible pour l'atteindre, mon mode automatique va le trouver. Et c'est les moments de grâce. C'est les moments où tu es en rendez-vous investisseur et tu dis la phrase qui fait mouche, la phrase qui fait que le VC, il écoute la suite et qu'il a envie d'investir dans ta boîte. Alors qu'en fait, il était un peu endormi sur sa chaise et machin. Et contrairement au moment de grâce où des fois on fait des choses, on ne sait pas pourquoi on les fait, mais en fait, c'est ça c'est le chemin qui marche. Parfois, on s'auto-sabote. C'est le moment où, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, de t'écouter dire des choses et te dire toi-même, tais-toi, t'es en train de planter le contrat, t'es en train de... tu vois. C'est des moments où notre mode automatique fonctionne contre nous. Donc, globalement, moi, la façon dont je le vois, c'est la visualisation, c'est comment je reprogramme au maximum mon mode automatique pour qu'il bosse en direction de mes objectifs et pas à contre-courant. C'est hyper intéressant. J'aimerais bien qu'on creuse un peu le sujet, déjà, pour savoir si c'est quelque chose que tu utilises tout le temps, de temps en temps, en fonction d'un besoin bien précis. Et comment est-ce que ça se fait exactement? À quelle fréquence est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que tu peux donner des cas d'utilisation concrets? Par exemple, tu donnais tout à l'heure l'idée d'un roadshow devant des investisseurs. Ok, je veux lever des fonds. Je sais que je vais faire un pitch devant un parterre d'investisseurs à telle occasion. Donc, peut-être que pendant 2 semaines avant, tous les jours, le matin, pendant un quart d'heure, je me visualise en train de faire ce pitch.
Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr, je vais vous dire plein de choses. Sachez aussi que j'ai une masterclass visualisation que vous pouvez aller acquérir. Ok. Pour je mettrai le lien. Je mettrai le lien dans le. Je fais ma pub aussi. Ouais, non, t'as raison. Je mettrai le lien dans l'article. Mais en vrai, je vais dire plein de choses déjà de ce que vous pouvez trouver dedans. Donc, comment utiliser? En fait, il y a plein de façons différentes de l'utiliser une fois que tu as compris le principe. Déjà, moi, ce que j'aime bien, c'est quand je te dis il faut imaginer fortement et que en fait, dans le cerveau, ça fait la même chose. Qu'est-ce que j'entends par fortement? J'entends, tu y crois, tu ressens l'émotion. C'est l'émotion, la clé la courroie de distribution. Tu peux imaginer tout ce que tu veux. Si tu n'y crois pas vraiment et que tu vois la scène d'Ibiza, mais en fait, tu sais très bien que tu n'es pas Ibiza, il ne se passe rien du tout dans ton cerveau. Donc, vraiment, trouver le bon truc. Et du coup, moi, ce que j'invite les gens à faire dans ma méthode, parce que la visualisation, déjà, évidemment que j'ai rien inventé, tout le monde en parle, et que c'est une faculté naturelle du cerveau. On passe notre vie à visualiser. Sauf qu'on ne monitore pas ce qu'on visualise et que notre cerveau, il va par exemple beaucoup visualiser le pire, les scénarios catastrophes. Ouais. Donc en fait, on passe du temps à élargir les chemins cognitifs de ce qu'on veut pas. C'est pour ça qu'on dit la peur c'est autoréalisateur. Bah oui, mais parce qu'en fait, tu fais que élargir ces chemins-là. Donc à un moment, voilà. Mais donc voilà, on n'invente rien. Mais moi, dans ma méthode, j'ai juste fait un framework précis pour rendre le truc plus efficace. Parce que déjà, tu disais, est-ce que tu le fais pendant 2 semaines, machin. Faut vraiment voir ça comme une goutte d'eau qui tomberait sur une roche. Ce qui est efficace, c'est qu'elle tombe toujours au même endroit. Pour creuser le sillon. Voilà, exactement. Et au même endroit. Donc, au lieu de visualiser plein de trucs différents, si tu visualises tout le temps la même chose, c'est plus efficace. Après, il y a des trucs qui vont être très rapides, en fonction de plein de facteurs que je peux développer après, et des trucs qui vont prendre plus de temps. Mais donc, moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est de s'inspirer du monde du théâtre et du cinéma. A priori, quand tu regardes un film, si les acteurs sont pas mauvais, tu oublies qu'ils sont en train de jouer un rôle et que c'est des acteurs. Ils incarnent leur personnage, ils ressentent l'émotion et ils te la font ressentir. Et donc, ce que j'aime bien dire à mes clients, c'est félicitations, tu viens de gagner un rôle au cinéma, tu vas jouer ton toi du futur. On est dans 6 mois, on est dans 1 an, on est dans 2 ans, et tu es la personne que tu as envie de devenir. Tu as atteint tes objectifs, ou juste des fois, c'est même pas atteindre des objectifs, c'est je suis devenu celui que je veux être. Ok, et donc, il va falloir que tu répètes pour ton rôle, parce que tu es un acteur sérieux, tu vas réviser. Avant de pouvoir répéter pour ton rôle, tu vas être un écrivain de théâtre. Tu vas t'écrire une petite scénette. Donc, c'est un petit texte relativement court, parce que le but, après, ce sera de le lire tous les jours. Donc, si tu nous écris un roman, tu vas pas le faire. Tu vas en parler aussi de la praticité des pratiques. Enfin, je sais pas ce mot est... Enfin, tu vois, des routines. Il faut faire des choses qu'on peut mettre dans notre quotidien. Mais tu vas écrire quelques lignes qui vont te mettre peut-être 2-3 minutes à lire. Ou, globalement, c'est... je sais pas, on est en 2026, ma boîte cartonne, je viens d'accomplir tel objectif, je suis avec ma femme, on fête le moment. Tu vas mettre énormément de détails sur le what. Où est-ce que je suis, comment je suis habillée. Peut-être que tu as ta chemise fétiche parce que c'est la chemise que tu mets quand tu as un pitch investisseur, elle te porte bonheur. Bon, tu vas t'imaginer. Les odeurs, c'est extrêmement émotionnel. Donc tu vas trouver aussi plein de petits trucs, comme un peu un écrivain de théâtre qui mettrait vraiment tout dans la scène, dans le décor, pour que ce soit crédible pour le cerveau. Par contre, tu ne vas mettre aucun détail sur le how. Comment j'ai fait pour atteindre mon objectif. Ok. Parce que, en fait, le how, laisse-le au mode automatique. Le mode automatique est beaucoup plus... il a une puissance de calcul extrêmement élevée. Si tu le guides trop, peut-être que tu passes à côté, en fait. Ok, donc, tu visualises l'état que tu veux atteindre, la réussite, en gros, etc., mais pas la façon dont tu y arrives. Un exemple très simple que j'aime bien donner, si tu es un jeune étudiant, que tu n'as pas un rond et que ton objectif c'est d'aller passer 3 mois en Australie, tu vas te visualiser peut-être dans l'avion, tu vas te visualiser en Australie ou même de retour en train de montrer tes photos à tes amis. Tu ne donneras aucun détail sur comment tu as gagné l'argent du voyage. Est-ce que tu as fait un petit boulot? Est-ce que tes grands-parents ont voulu faire un cadeau? Tu t'en fous. Le how, tu l'oublies. Parce que le how va te brimer, va brimer ton mode automatique. Et va t'empêcher de trouver le chemin en fait, qui n'était pas du tout rationnel, mais qui était celui qui allait marcher. Et pour le coup, donc, tu fais ta petite scène. Après, moi, j'ai une secret sauce qui est... Comment est-ce que... Parce que tu fais ta scène, ce que tu sais pas, c'est que tu as des tonnes de croyances limitantes qui t'empêchent. Sinon, tu y serais déjà, en vrai. Hein. Et donc, c'est comment est-ce que tu vas mettre ta scène à l'épreuve de ces croyances limitantes pour adapter l'itinéraire et pour être un peu smart là-dessus. Alors, voilà, c'est un truc qui est pas... Mais si j'explique un peu le principe pour que les gens puissent le faire à la limite tout seul, c'est tu te dis, en lisant ta scène, tu regardes un peu ce que ton cerveau te sort comme non, ça va pas marcher parce que... En fait, tu veux
invoquer la part de toi qui est le collègue relou qui, à chaque fois que tu sors une idée, et là, il dit « Non, mais ça va pas marcher, on a déjà testé parce que machin. » Tu veux invoquer ce collègue relou. Celui qui est pas bon en phase d'idéation parce qu'il t'enlève tout de suite ta motivation en te disant que c'est nul. Et sauf que ce que tu vas faire, c'est que tu vas adapter l'itinéraire, donc ta scène de visualisation, à ce que tu as entendu. Parce qu'en fait, les obstacles que tu vas voir, c'est tes croyances limitantes. Si on reste avec une métaphore un peu de route dans ta tête, donc je parlais de chemins cognitifs qui s'élargissent, tu as des autoroutes, tu as des petites routes de montagne. Peut-être qu'il y a des autoroutes en fait qui barrent le chemin à ta visualisation. Donc tu as beau essayer de l'élargir, bon courage. Donc l'idée, c'est comment est-ce que j'adapte mon itinéraire pour passer à travers ces choses-là. Et une fois que tu as ça, donc on va dire que tu as une scène de visualisation qui est résiliente à tes propres croyances limitantes. Bah après, c'est de la lire tous les jours. Moi, par exemple, je l'enregistre. Tu vois, tu parlais de Yoga Nidra. Moi, j'ai mon Yoga Nidra sur mesure. Le début, c'est un début de Yoga Nidra, tu vois, le scan corporel et compagnie. Et après, c'est oui, tu te vois, Mounia, tu es là, blablabli, et je me parle à moi-même. Et donc ça, je l'écoute le matin. Comment franchement, pas très loin de maintenant, mais justement, là, je sens que je suis dans une transition dans ce que je propose, dans la façon dont j'accompagne les gens, et je sais pas encore où est-ce que je vais, et du coup, je sais pas de dire le how. Okay. Et c'est pour ça peut-être que j'ai laissé de la place à bah tiens, je vais faire une retraite psilocybine, alors que c'était un nom ferme dans ma tête, tu vois. Et donc moi, ce que je me vois, c'est que je suis arrivée à cette transition, que j'ai beaucoup de gratitude et que je vois le lien avec ce que j'ai fait avant, mais je dis pas exactement ce que je fais et comment je le fais. C'est toujours accompagné des dirigeants et tout, mais peut-être différemment. Et donc ça, c'est une scène que tu peux écrire. En général, moi, ce que je constate à titre perso et dans tous les gens que j'accompagne, c'est que c'est un work in progress et que tous les 6 mois, tu as envie de changer des choses parce qu'il se passe des choses dans ta vie, parce que... Et déjà, le fait que ce soit une scène, tu peux y mettre beaucoup de choses sur plein d'objectifs différents. Un exemple très concret, j'accompagnais quelqu'un qui était en train de monter sa nouvelle boîte, il avait déjà vendu sa première boîte, et il savait pas ce qu'il allait monter. Mais il voulait que ce soit une boîte à impact. Bon, je l'avais un peu taquiné, je lui ai dit, t'as gagné de l'argent dans la pub et maintenant tu veux une boîte à impact. Mais il voulait aussi quitter Paris, vivre en province, il voulait pouvoir justement l'équilibre vie pro, vie perso, etc. En tout cas, il se disait, moi je veux plus, j'ai bossé comme un âne pendant des années, maintenant je veux pouvoir, l'image qui lui est venue, c'est je veux pouvoir aller chercher mes enfants à 4 heures à l'école si je veux. Et donc en fait, il a fait une scène où je rentre chez moi, je rejoins ma femme, elle est au bord de la piscine, je lui montre le journal, je suis en première page entrepreneur à impact de l'année. Bon, c'est juste un symbole pour dire, parce que comme il savait pas quelle boîte il allait monter, voilà. Et on va chercher les enfants ensemble. Enfin, dans une scène, en fait, tu peux mettre énormément de choses. Donc ça, si tu veux, c'est le plat principal. Si on était dans un resto, c'est la technique de visualisation que j'enseigne aux gens. Mais en fait, une fois que tu as compris le principe, tu peux le faire très différemment en fonction des phases de vie, en fonction du temps, en fonction de... Et typiquement, moi, il y a un truc que j'adore, c'est ce que j'appelle les affirmations, ou mantras, enfin, c'est bon, machin. Et ben, j'aime bien dire, c'est le snacking de la visualisation. Si ça, c'est le plat principal, mais quand même, ça demande un peu de boulot, ça demande de se poser, d'écrire son truc et tout. Les affirmations, c'est une phrase courte, dite à l'affirmative, que tu te répètes. Et il faut être très clair avec ça. En fait, on a à peu près 60 000 pensées par jour, en tant qu'homo sapiens, qui gravitent dans nos têtes. L'idée avec une phrase d'affirmation, c'est que tu prends de la bande passante. Un max de bande passante. Et en fait, tu te répètes ces phrases. Tu peux les écrire. Moi, par exemple, c'est comme je suis inbox 0, bah, je me les envoie en... Donc, il n'y a que mon assistante, la pauvre, qui a accès à ma boîte mail, qui hallucine parfois quand elle voit les phrases. Mais voilà, je les vois en ouvrant. Donc, il y a un petit côté un peu subliminal. Mettez des post-it dans votre tiroir à chaussettes. Faites ce que vous voulez, mais faites-vous des petites phrases d'affirmation. C'est beaucoup plus facile, entre guillemets. Donc, c'est un accès, peut-être un premier nugget. J'aime bien dire c'est un snack qui ne fait pas grossir, donc allez-y, éclatez-vous. Et ces phrases-là, si tu les répètes, si tu voles de la bande passante aux 60 000 pensées, notamment certaines que tu ne maîtrises pas et qui, en fait, sont en train de bosser contre toi, bah, tu grappilles des points énormes. Et moi, j'aime bien dire, mais je comprends maintenant pourquoi les prières fonctionnent pour les gens qui y croient. En fait, ils se répètent un truc. C'est hyper puissant. Clairement. Ma mère est croyante et je me suis toujours dit que c'était un super pouvoir quand t'as vraiment la foi. Comment tu fais pour être inbox 0 ? Bah, je sais pas. Tu checkes tes mails régulièrement sur la journée ou tu as des créneaux définis Alors, j'ai des créneaux définis. Alors, surtout pas tout le temps de checker ses mails. Enfin, rien de checker tout le temps, en fait. Être souvent en mode avion ou en mode lune, etc. Toi. Évidemment. Et ben, en gros, je les regarde une fois par jour. Même pas, en ce moment, je les regarde une fois tous les 2-3 jours. Mais ça suffit en ce moment. Je suis pas... Effectivement, il y a d'autres périodes quand t'es peut-être... j'ai pas 50 employés. Et puis surtout, maintenant, je suis dans une phase où j'éduque, par exemple, beaucoup mes clients en leur répondant pas très vite.
Parce qu'ils sont dans un truc les pauvres, ils se mettent la rate au courbouillon à répondre à tout vite. Donc, je suis une box 0 parce que. Moi, j'ai trouvé que ça autonomisait les gens, en fait, de pas répondre trop vite parce que potentiellement, ça les oblige à réfléchir au sujet déjà et à venir bien préparer ou éventuellement à trouver eux-mêmes la solution et puis aussi à prendre conscience que ce temps est précieux et donc à en être respectueux, tu vois. Et puis j'avoue que j'ai aussi un peu d'aide, donc je fais un gros bisou à Alexandra, mon assistante, qui m'aide à être une box 0. Elle est à temps plein ou c'est un double? Non, c'est pas un double, mais c'est comme un double. Enfin, elle est en freelance, elle a plusieurs clients. Et elle fait quoi pour toi? Notamment sur mes mails, elle me met des trucs. Par exemple, elle m'ouvre ma boîte mail, elle me met j'ai un dossier qui s'appelle Mounia, où elle me met les trucs que je dois traiter, mais du coup je les traite dans mes créneaux. Et tout le reste, elle prend tout ce qui est, c'est bête, mais les factures, les machins, enfin, tout ce qu'elle peut, elle, traiter, elle le gère. Et donc, elle l'enlève de la boîte mail. Comment elle fait pour le traiter? En fait, ça m'intéresse, c'est des vraies questions d'organisation et de gestion. Déjà, moi, je lui ai ouvert tout. Hein, elle a accès à tout. Donc, elle gère ta compta? Elle gère ma compta. Alors, j'ai un cabinet comptable, évidemment. Oui, bien sûr. Mais c'est elle qui s'occupe de faire les factures et tout machin? Bien sûr. Alors, maintenant, on a un peu changé parce que 108 milliards grandit. Maintenant, j'ai un associé. On a plusieurs coachs Donc, on a recruté récemment une Customer Success Manager, donc, qui, pour nous, elle s'appelle Amanda aussi. Je lui fais un gros bisou. Qui, en fait, prend toute la vie va être présente sur toute la durée de vie du client, à partir du moment prospect et même jusqu'à la fin pour la satisfaction. Donc maintenant, c'est elle qui va s'occuper de la facturation client. Mais avant, c'était Alexandra. Mais sinon, Alexandra, elle fait pour moi toute la partie, justement, attacher les factures, le mettre sur le logiciel de compta, discuter avec le comptable quand il manque des choses. Tout ça, elle le fait. Il n'y a pas de débat. Elle me fait plein de trucs perso. Et ça aussi, on parlait de pro-perso. Ah, mais elle me fait gagner un temps fou sur le perso qui fait que moi, je peux me concentrer. Récemment, elle m'a fait tout le dossier parce qu'il fallait que j'inscrive mon fils au CP. Okay. Elle m'a fait tout le dossier. J'ai juste eu à appuyer sur imprimer. Après, ça suppose qu'elle ait accès à tout. Hein. Elle a accès à mes pièces d'identité, à mon compte bancaire. Elle a accès à beaucoup de choses. Mais bon, après, c'est une question de confiance. Et du coup, j'ai juste eu à imprimer et aller à la mairie. À faire une petite marche créative jusqu'à la mairie pour inscrire mon fils. Donc, elle me fait beaucoup de choses comme ça. Elle me commande ce dont j'ai besoin. Récemment, j'avais un problème. Je donne des exemples très bateaux, mais j'avais un problème. J'avais souvent le courant qui sautait chez moi. C'est elle qui a contacté EDF, qui a pris rendez-vous pour qu'un technicien vienne voir. Il est venu hier matin, d'ailleurs. Donc, j'étais très contente. Vraiment beaucoup de choses. Et elle te facture à la fin du mois en fonction du nombre d'heures passées? Exactement. Et ça coûte combien? Après, tu lui donnes une limite, en fonction. Elle prend, si je dis pas de bêtises, elle prend 50 € de l'heure. Et après, c'est à toi de définir ton budget en fonction des moments, en fonction de ton budget, en disant, s'il te plaît, je veux. Ou alors, au moins, préviens-moi quand on est à X heures. Bon, maintenant, moi, ça fait très longtemps que je bosse avec elle, donc on a plus ces discussions. Mais au début, je lui avais dit, écoute, moi, je veux pas dépenser plus de X, donc préviens-moi quand on n'est pas loin. Et comme ça, moi, je module ce que je te donne. Ok, intéressant. D'ailleurs, tu parles du perso, du CP, etc. Donc, j'en déduis que tu as des enfants, on l'a un peu évoqué. Et puis, j'imagine que tu as des entrepreneurs que tu accompagnes qui ont des enfants aussi, et puis une famille. Comment est-ce que tu as mis au point aussi des espèces de rituels, de moyens d'organisation, etc. pour pour préserver ta vie de famille, mais aussi ta vie de couple, parce que parfois, la vie de famille, ça va, mais au final, tout ton couple. Est-ce que tu as développé des choses comme ça? Pour moi, l'agenda, c'est vraiment la clé majeure d'anticipation. Et justement, si tu prends ton agenda en enlevant les dogmes dont on parlait tout à l'heure, de je suis entrepreneur, donc il faut que je bosse à fond, etc., etc. Tu te donnes En fait, tu te dis, je vais avoir des moments où je bosse beaucoup, mais du coup, je me donne aussi des moments où, par exemple, le mardi matin, je vais aller au musée avec la classe de mon fils. Le mardi de 8h à 13h, je vais pas taffer. Alors que les gens ils disent, mais non, mais le mardi, machin. Il y a plein de gens qui sont encore dans le truc de 9 to 5, quoi. Enfin, tu dis, voilà. Donc, c'est cette modulation et vraiment avec de l'anticipation. C'est-à-dire que moi, j'ai un créneau dans mon agenda que je mets soit le dimanche soir, soit le lundi matin, que j'appelle le GPS. Le GPS, c'est quoi pour moi? C'est je règle mon GPS, mais de temps, au lieu que ce soit mon GPS de distance. Et j'aime bien, tu vois, parce que tu dis, après, on est dans le quotidien, on a du mal. Je trouve que ne pas prendre le temps de se dire comment je planifie les choses, c'est exactement comme si tu me disais Mounia, je suis invitée à un mariage à Limoges, mais comme je suis déjà à la bourre,
bah, tu sais quoi, je vais prendre la première route devant moi, ça va être beaucoup plus rapide que de prendre 5 minutes pour régler mon GPS, mettre l'adresse et être sûr que je prends. C'est exactement ce qu'on fait avec notre temps, en fait. Et du coup, moi, pendant mon GPS, je me pose quelques questions. Donc, bien sûr, on a donné plein d'exemples de questions sur le boulot. Donc, c'est quoi l'action cette semaine qui est importante, qui va créer de la valeur? Je vais aussi moduler par rapport à mon niveau d'énergie, à mon état, mon machin. Bah non, cette semaine, en fait, je suis out ou je viens d'apprendre une très mauvaise nouvelle. Bon, bah, je vais enlever tout ce qui est pas essentiel cette semaine-là et je vais me donner juste du temps pour processer ce que j'ai à processer. Mais c'est aussi un moment où je vais me poser des questions par rapport à justement à ma vie de famille, à ce que j'ai envie de vivre. Et typiquement, bah, je vais donner un exemple hyper concret. Il y a quelques années, j'avais ma copine Roxane qui dirige Station F qui m'avait demandé de la remplacer pendant son congé mat. En fait, moi, au moment où elle m'a demandé, j'avais à peine lancé mon business de coaching, donc j'avais encore du temps, je n'avais pas du tout full client. Et en plus, je lui avais dit, bah ok, je le fais à mi-temps, je manage juste l'équipe et puis voilà, c'est que quelques mois, j'ai pas besoin de faire la partie extérieure, etc. Et sauf qu'entre-temps, mon business avait décollé et en plus, moi, je suis folle, hein, je pensais que j'allais faire ce truc-là à mi-temps alors qu'en fait, c'est un énorme. Donc bon, bref. Pendant quelques mois, je me suis retrouvée à bosser énormément. C'était la nounou qui allait chercher les enfants tous les jours à l'école, etc. Donc, je les voyais beaucoup moins. En tout cas, je les voyais moins la semaine. Et c'est en faisant mon GPS que j'ai vu que vendredi en 15, enfin 2 semaines après, j'avais un déj de dispo sur 2 semaines. Et tout de suite, j'ai mis un petit créneau pour ma fille aînée, Leïla. Parce qu'en plus, je sais qu'elle a besoin de moments seuls avec moi. C'est important, ça nourrit beaucoup... ça la nourrit, ça nourrit notre relation. Et je me suis mis un petit créneau, et c'est tout bête, hein. Je suis allée la chercher à midi, au lieu qu'elle mange à la cantine, et je l'ai posée à 13h30. Ça change tout, en fait. Et ça fait que tu te retournes pas, pour les gens qui sont toujours dans un rythme infernal, ils se retournent pas 15 ans plus tard en disant j'ai pas vu mes enfants grandir. Et tout ça, ça demande de l'anticipation, en fait. C'est juste le prévoir. Pas se laisser dans le... Et ça, c'est le GPS qui me le permet. Peut-être un autre exemple, un de mes clients. Il avait déjà la routine avec sa femme de dîner ensemble tous les vendredis soirs. Justement, on parlait, quand tu as une vie de famille, tout ça, garder du temps pour le couple. Donc, ils avaient déjà cette routine de se faire un resto tous les vendredis, nous booker, tout ça. Sauf qu'ils bossaient tous les deux à fond. Donc, en général, le vendredi à 19h30, ils levaient la tête en mode on mange où ? Ils sont à Paris, les restos sympas étaient déjà bookés, donc ils se retrouvaient à la pizzeria en bas de chez eux. C'est très sympa, mais bon, voilà. Et il s'est mis un créneau, quand on a fait le travail de l'agenda, il s'est mis un petit créneau de 15 minutes le lundi ou le mardi, booké resto. Il me dit, et en plus maintenant ça fait quelques années, il me dit Mounia, tu ne te rends pas compte de l'impact sur ma vie de couple, de ce petit créneau de 15 minutes. Donc vraiment, se dire, je prends le temps de régler mon GPS et j'y mets, comme on dit, pas de trucs... C'est pas je règle mon GPS pour mes objectifs pro, c'est pour ma vie en fait. Ouais, moi aussi, je fais ça, tu vois, le dimanche. En général, je fais ma revue hebdo, pour le coup. Je relis un peu mes notes de la semaine, donc les revues journalières que j'ai fait pendant la semaine. Et puis, je fais un point sur mes projets et je planifie la semaine à venir. Et c'est vrai, on entend parfois dire que ce qui est pas dans l'agenda n'existe pas, mais on l'utilise pour le pro et on oublie de l'utiliser pour le perso. C'est Nicolas Aignan, dont je parlais précédemment, qui, lui, prenait même rendez-vous avec sa femme pour faire l'amour. Histoire de... Ah, il est chaud. J'aime beaucoup Nicolas aussi. On salue. Et c'est marrant parce que là, ton histoire avec Station F, tu vois, moi j'avais tendance à dire souvent oui aux opportunités. Et puis, en fait, je pense qu'il y a une double distorsion. Il y a une distorsion temporelle vis-à-vis des opportunités, où on sous-estime toujours le temps qu'elles vont prendre. Et puis, une distorsion liée à la satisfaction, où on surestime les bénéfices associés. Donc, voilà. Et donc, pour essayer de mieux gérer mon processus décisionnel et les engagements que j'ai accepté de prendre. Maintenant, j'ai une matrice en 3 étapes. La première étape, c'est est-ce que cette opportunité répond à mes objectifs à moyen long terme ? C'est quand même le truc essentiel. Parce qu'après, sinon, tu as plein d'opportunités. Moi, j'en détecte souvent, mais en fait, il y en a plein, elles pourraient marcher, mais est-ce que ça me fait grandir en tant qu'homme ou par rapport à ma mission de vie, etc. Non, pas spécialement. Tu vois. Donc voilà, déjà, ça, c'est le premier filtre. Le deuxième filtre, c'est est-ce que c'est un petit oui ou bien est-ce que c'est un grand oui ? Si c'est un grand oui parce que ça me fait vibrer jusqu'au fond de mes tripes, à ce moment-là, potentiellement, ça passe le filtre. Par contre, si c'est pas un grand oui, c'est un non. Donc, tu vois, il y a déjà 2 étapes. Et la 3e étape qui est censée compenser ces distorsions dont je parlais précédemment, c'est si la tâche prenait 2 fois plus de temps que ce que j'estime et apportait 2 fois moins de résultats, est-ce que je la ferais quand même ? Et donc, si la réponse est oui, à cette 3e étape, là, je m'engage, tu vois. Et donc, ça m'a aidé à rationaliser, justement, parce que, justement, tu vois, là, pour le coup, c'est un truc où je parlais tout à l'heure du rationnel vs l'intuition. Moi, je suis quelqu'un plutôt d'optimiste et d'enthousiaste.
comme peut-être beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs. Et parfois, ça se retourne contre moi parce que je pars dans trop de trucs, tu vois. Et ça m'a vraiment aidé à mettre un canevas qui m'aide à mieux choisir ce à quoi je dédie mon temps, quoi. C'est génial ce que tu partages. Je trouve que c'est une très, très bonne grille de lecture. Après, il y a des phases pour tout dans la vie. Il y a des moments où il faut plutôt être assez yes man et des périodes où si tu es yes man, c'est mort. Donc moi, c'était le début de mon business et puis je regrette. Enfin, pour le coup, si j'ai pas fait la matrice comme tu l'as fait, mais les réponses auraient été oui. Pour le coup, la dernière, est-ce que ça prend 2 fois plus de temps? Je savais que ça allait pas prendre plus de temps parce que il y avait un cadre qui était très strict, qui était le congé mat. Il y avait pas de raison. Enfin après, sauf gros accident ou gros problème, mais ça, il faut s'adapter dans la vie. Mais voilà, j'avais ce truc-là. Et puis, c'était une période où je pouvais me permettre... c'était encore la dernière phase où je pouvais me permettre d'être en mode yes woman. Évidemment que depuis, j'ai eu peut-être 10 opportunités comme celle de Station F qui se sont présentées et auxquelles j'ai dit non. Et moi, j'aime bien plutôt me dire... en fait, des fois, ça te plaît. Enfin, il y a plein de choses que tu aimes. Et moi, je me dis, mais... Par exemple, il y a un moment, j'ai vraiment hésité à rejoindre une start-up. Et les 2 fondateurs qui avaient bossé, ça faisait 2 ans qu'ils bossaient sur leur truc et ils étaient prêts ils m'avaient fait tapis rouge, quoi. On redivise le capital, on a un tiers. Enfin, le truc est sur un sujet qui me passionnait. Et je leur ai répondu. J'ai passé un peu de temps avec eux quand même parce que juste ça m'attirait. Puis je leur ai répondu, mais si on pouvait vivre 2 vies en parallèle, j'aurais dit oui, mais à un moment, on peut pas, quoi. Donc. Et tu as refusé parce que tu étais trop attaché à ta vie de lifestyle business, non, ou bien parce que tu es ouais. convaincu que ta mission, elle est d'aider les entrepreneurs et pas de monter une startup? Complètement, c'est la deuxième option. C'est pas lifestyle parce que, comme je te dis, il y a des périodes où je bosse beaucoup. Enfin, c'est pas le sujet, mais vraiment, ce que je fais avec 101 milliards. Et je pense que ça va même au-delà des entrepreneurs. Il se trouve qu'aujourd'hui, mon terrain de jeu, parce que c'est mon réseau, parce que j'adore l'énergie de l'entrepreneuriat et tout ça, c'est les entrepreneurs. Mais la méthode 101 milliards, elle pourrait marcher. Et d'ailleurs, ce qui est marrant là, c'est de voir les coachs que je forme et qui, eux, ciblent d'autres personnes. Donc, ça prouve que... Voilà. Mais en tout cas, voilà, me dire 101 milliards, je me souviens que le jour où j'ai créé l'adresse mail de 108 milliards, je me suis envoyé un mail à moi-même. Et je me souviens, j'avais mis c'est la boîte de ta vie. Donc je sais même pas encore jusqu'où elle va et ce qu'elle va faire. Peut-être qu'elle va faire des trucs très différents dans quelques années. Mais... Et ça, tu vois, c'est quand tu dis c'est la boîte de ma vie, de ma vie, je trouve que c'est une bonne question quand même à se poser. Je te parlais d'opportunités tout à l'heure. Moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai souvent vu des opportunités et j'y étais seulement parce que ça pouvait marcher. Et en fait, au début, il n'y a pas d'enjeu parce que il y a rien qui existe. Et donc, tu te demandes jamais, est-ce que je serais prêt à faire ça pendant 10 ans? Est-ce que je serais prêt à consacrer 10 ans de ma vie à ça? Et si par chance ou par malchance, ta boîte, elle fonctionne bien, au final, elle grossit. Et puis après, tu deviens un peu prisonnier quand même de ce que tu as créé. Enfin, en tout cas, pour mon cas. Et ça m'est pas arrivé qu'une fois. Donc, comme quoi, j'ai mis du temps à apprendre de mes erreurs. Et puis, tu te retrouves à passer 5 ans ou 10 ans de ta vie à un projet qui est en réalité... certes, sur le plan financier et vertueux, mais sur le plan d'épanouissement personnel, l'est pas du tout, quoi. Et tu vois, le manque d'enjeu au début fait que peut-être tu te poses pas assez de questions sur l'alignement profond que tu as avec l'opportunité. Et justement, avec un peu ce miroir aux alouettes, que la réussite, c'est forcément un chemin. Moi, je trouve que déjà, en tant que VC, j'interrogeais beaucoup les entrepreneurs en amorçage sur ce sujet-là. Donc, en amorçage, c'est au tout début. Parce que, globalement, ça peut impacter énormément ce que j'appelle l'equity story de ta boîte. Typiquement, la question simple, c'est à partir du moment où tu dis c'est la boîte de ma vie, qu'est-ce que tu racontes aux investisseurs si tu veux lever des fonds? Faut comprendre que le métier d'un VC, c'est de mettre de l'argent. En tout cas, les VC, on va dire plain and vanilla. Après, il y a des corporates et tout qui ont des trucs différents, mais c'est de mettre de l'argent à l'instant T et de récupérer x10 5 ans ou 7 ans plus tard. Donc, leur dire non, mais moi, je veux rester, je veux jamais vendre la boîte. Il faut l'anticiper. Et ça, moi, j'adorais en tant que VC et maintenant en tant que coach, avoir ces conversations avec des gens qui ne se sont même pas posé la question et qui ont pris l'autoroute de bien sûr, là, je vais lever mon seed, puis ma série A, puis ma série B, et puis après, je vais sortir. Et je dis, mais t'es sûr, c'est ce que tu veux? Oui, c'est vrai que ça existe dans ce sens-là aussi. Peut-être que dans ce cas-là, un crowdcube avec en levant des fonds auprès de ta communauté, tes clients, est plus approprié si tu veux, par contre. En fait, il y a des tonnes de chemins différents et qui permettent quand même d'être financé si la boîte en a besoin. Mais la première étape, c'est de se poser la question. Puis peut-être aussi que d'une certaine façon, c'est peut-être, j'ai pas réfléchi à la question, mais si c'est la boîte de ta vie, tu peux peut-être te permettre aussi d'aller moins vite
de prendre un peu moins de risques, de poser des fondations un peu plus solides, parce que, moi je le vois quand même, je trouve que dans le monde des startups, on t'encourage quand même en fait, si tu veux, t'es bien placé pour le savoir, le fonds d'investissement, il va gagner de l'argent. S'il fait x10 sur son investissement, un x2 peu risqué, ça l'intéresse pas. Il préfère tenter le x10, le x20, quitte à ce que la boîte elle aille au tapis, plutôt que de simplement investir dans un x2 un peu sécuritaire, quoi. Oui, il faut comprendre la structure de leur métier. Et sur 10 deals qu'ils vont faire sur l'année, il y en a peut-être 3 qui vont aller au tapis, 5 qui vont plus ou moins rapporter leur mise, et puis 2-3 qui vont surperformer et qui vont faire la performance du fonds. Et donc, il part avec ces statistiques-là à la base. Et donc voilà, et donc il n'a pas spécialement intérêt à t'encourager à choisir une voie sécuritaire, même si aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit retournement de situation, on cherche quand même un peu plus la rentabilité des boîtes. Mais... après, moi, j'ai été à très bonne école, parce que chez Isaïe, le patron d'Isaïe, c'est Jean-David Chamboredon, c'est quelqu'un qui a eu une expérience très étendue, qui a déjà vu en fait des crises, des cycles, etc. Je l'ai reçu d'ailleurs au micro de mon podcast l'année dernière, c'était hyper intéressant justement d'être moins, par rapport peut-être à des VC qui n'ont pas vu les crises précédentes et qui ont tendance à être trop bullish, avoir une vision, pas forcément que la voie sécuritaire, mais encore une fois, c'est se poser la question. Et être aussi très au clair. Il y a des entrepreneurs qui ont du mal à assumer, moi je les aide aussi à accoucher, en fait, moi c'est go big or go fail. Et ils sont à l'aise avec ça. Enfin, en gros, leur chemin, ce qu'ils veulent vivre, c'est soit un énorme succès, soit la boîte va au tapis. Mais déjà, le formuler, c'est pas si simple. Surtout quand tu as déjà des employés, etc. Mais si c'est ça ton chemin, on y va à fond. Mais on s'est posé la question. Ouais. Écoute, c'est super intéressant. On a couvert énormément de sujets. On arrive un peu à la fin du podcast. Je te propose de faire un petit takeaway. Donc, proposer 2-3 key points que nos auditeurs pourraient emporter avec eux, des choses activables dans leur quotidien qu'ils puissent appliquer dès demain et qui résumeraient un petit peu notre échange ou même des sujets qu'on n'aurait pas abordés. Alors, moi, je pense que dans ce qu'on a dit d'essentiel, c'est ce côté, la vertu de débrancher la prise. Je dis ça de manière très générale. Il y a plein de façons de débrancher la prise. Tu parlais des marches, on parlait de la... Et de le mettre dans l'agenda. Voilà. Alors, justement, j'allais y venir. Donc, le premier truc, c'est débrancher la prise. La deuxième chose, c'est être très intentionnel sur son temps et notamment sur les temps de débranchage. Voilà. Avoir un peu au maximum, un peu de sagesse dans ce rapport à la réussite, ce rapport à gravir des sommets toujours plus hauts, y mettre un peu de corps. Qu'est-ce que je pourrais ajouter ? Non, je pense que ça, c'est les éléments clés. Et voilà. Et demandez-vous, tous les gens qui vont nous écouter, qui trouvent que la phrase le plus important, c'est pas la destination, c'est le chemin. Essayez de reconsidérer cette phrase hors jugement et vous dire, et si c'était vrai, qu'est-ce que ça signifierait concrètement pour moi aujourd'hui ? Voilà. Magnifique. Est-ce que parmi tes clients, il y a quelqu'un que tu aimerais entendre au micro de Limitless, avec qui tu penses que je pourrais avoir une belle conversation ? Il y en a des tonnes, ils sont tous je suis amoureuse de tous les clients. Hein. Les clientes, là, celle qui me vient, c'est Claire Breton. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Elle a monté Underdog. Elle avait monté une première boîte qu'elle avait vendue, qui s'appelait Daco, qu'elle avait vendue à VP. Et là, elle est en train de monter un Underdog qui fait un peu... c'est le reconditionné, mais pour l'électroménager. Donc un peu comme Back Market, mais plutôt électroménager. Et c'est quelqu'un qui... en fait, c'est marrant parce que Claire a été une des premières clientes, une fois parce qu'au début, j'ai coaché des gens, mais avec ce que j'avais appris à l'école de coaching. Et au moment où j'ai voulu... bêta-tester ma méthode de coaching, Claire a été une des premières à le faire. Et après, elle est revenue quelques années plus tard. Moi, j'avais aussi beaucoup évolué dans ma pratique. Elle est revenue et on a retravaillé ensemble plus récemment. Et c'est marrant de la voir. Enfin, je l'ai vu grandir, je l'ai vu gagner en profondeur. Il lui est arrivé aussi des expériences de vie qui ont contribué à ça. Et je pense que tu vas passer un bon moment. Cool. Écoute, je te remercie. Si tu peux nous remettre en relation, ça serait vraiment chouette. Et je te remercie surtout pour ton temps, pour tes partages. C'était hyper intéressant, très riche, très varié. Et puis toujours ce sourire qui t'a pas quitté. Donc merci pour tout ça. Et puis je te souhaite une belle journée. Merci. À bientôt.